Louise et Julie. Et donc ensuite, il y aura un temps de discussion où vous pourrez prendre la parole, poser vos questions, faire vos remarques à la fin plutôt de l'intervention. Mais si jamais il y a quand même des questions qui vous viennent pendant l'intervention, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. Moi, je vais surveiller le chat, essayer de voir un peu s'il y a des éléments à noter et je pourrai les repartager ensuite à Louise et Julie. Idem, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, que vous préférez passer par l'écrit, vous pouvez sans souci le faire et moi, je retransmettrai les questions ou remarques. Avant de commencer, je vais juste vous apporter quelques éléments de contexte sur cette enquête. Storm, c'est un projet qui existe depuis 3 ans maintenant, qui est un projet de lutte contre le sexisme dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne. Donc, c'est un projet qui est né en 2021 à l'initiative de 5 associations bretonnes qui sont donc mentionnées là vous voyez sur l'affichage, qui sont le collectif des festivals, HF plus Bretagne, le collectif Orange Bleu, Astropolis et Supermap, qui sont donc 5 associations investies dans le secteur des musiques actuelles, qui en fait travaillent sur ces questions d'égalité, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est leur objet social ou parce que c'est aussi des questions qui se sont un peu imposées à elles et eux par la pratique et qui faisaient le constat en fait d'un manque de ressources et de coordination au niveau de la région Bretagne sur ces thématiques-là pour à la fois voilà créer des espaces d'échange, de Après, on peut aller mutualisation, changer et quand même mettre. de partage d'expériences autour de ces thématiques-là. D'où la volonté de créer donc un projet qui soit un peu fédérateur sur ce sujet, qui puisse aussi enfin en tout cas avoir un rôle d'expertise et d'accompagnement sur la thématique. Et donc Stourm, on propose des formations du conseil aux structures de musique actuelle sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a aussi un rôle plus de fédération, de créer du réseau, des espaces d'échange entre les acteurs actrices sur ces thématiques. Et puis aussi tout un volet de création de ressources d'enquête, d'observation. Et donc, ce travail qui va vous être présenté, ça s'inscrit notamment dans ce cadre-là. On agit sur la question du sexisme et des violences sexuelles à la fois au niveau en interne dans les équipes, sur les questions notamment de violences sexuelles au travail et dans les structures où il y a du travail salarié et aussi des bénévoles. Donc, pas mal de nos formations portent sur ces thématiques-là. Et puis, on produit aussi de la ressource. En tout cas, on analyse cette question en lien avec le milieu festif et la question de la prévention des violences auprès des publics. Donc, c'est deux choses qui fonctionnent de manière concomitante pour nous. Et c'est donc dans ce cadre-là que on a identifié un besoin en fait de connaissances sur la thématique plus spécifique des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc c'est l'approche qu'on avait au début. On expliquera un peu plus tard le cadrage un peu resserré de l'enquête sur les festivals. Mais en tout cas, l'idée initiale, voilà, c'était de pouvoir produire de la donnée sur ces thématiques-là, sachant qu'il y avait assez peu, voire pas du tout de recherche, notamment qualitative sociologique sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif en France. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité lancer un projet d'enquête là-dessus et que l'on a publié un cahier des charges, c'était en 2022, pour pouvoir travailler avec des experts, enfin, des sociologues sur ce sujet-là. Et donc, c'est le cabinet Les Petites Voix qui a été retenu pour travailler avec nous là-dessus. J'imagine que Julie et Louise représenteront un peu voilà, enfin, d'où elles parlent. Mais en tout cas, notre volonté initiale avec cette enquête, c'était de vraiment avoir donc des données qui soient pas spécialement des données chiffrées. Donc, le but de l'enquête, c'est pas d'avoir des chiffres représentatifs de la prévalence des violences sexuelles en milieu festif, mais plutôt d'aller sur l'analyse de l'expérience des personnes qui vivent ces violences. Et donc, en fait, c'est-à-dire des femmes en grande majorité et aussi des personnes LGBTI+. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir, voilà, de pouvoir recueillir, analyser la parole des victimes, essayer de comprendre les mécanismes des violences sexistes et sexuelles en milieu festif, d'essayer de voir s'il y avait des spécificités ou en tout cas des mécanismes spécifiques qui pourraient être analysés plus en détail pour justement ensuite pouvoir donner des outils à la fois aux organisateuristes d'événements et puis aux structures de prévention pour agir au mieux contre ces violences. En fait, voilà, le champ de la prévention des violences en milieu festif est assez jeune et s'appuie, enfin, il y a assez peu de ressources scientifiques sur lesquelles s'appuyer. Donc, on voulait aussi travailler pour résoudre un peu cette problématique-là.
Et puis l'idée de l'enquête, c'est aussi d'avoir enfin, voilà, d'avoir des éléments matériels, des éléments objectifs qu'on puisse aussi communiquer pour pouvoir créer de la discussion et de l'échange autour de ce sujet en se basant aussi sur le résultat d'un travail d'enquête sociologique. Donc, on avait organisé un premier événement de restitution des résultats le 11 avril à Rennes en présentiel. Là, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de pouvoir rendre, enfin, en tout cas, partager ces résultats au plus grand nombre. Il va également y avoir la publication au courant du mois de juin du rapport final, donc qui présente les résultats de l'enquête, qui sera un rapport assez détaillé, et puis une version aussi plus synthétique sur les points un peu plus saillants de l'enquête qui seront tous les deux publiés en juin. Donc c'est un projet qui est très important pour nous et qui est soutenu par le Centre national de la musique, la région Bretagne, la DRAC et la DRDFE, que l'on remercie pour leur confiance et qui nous permettent aussi voilà, de pouvoir produire ces données et puis aussi de pouvoir organiser tous ces temps qui sont accessibles gratuitement pour les diffuser. Donc voilà, je vais laisser la parole à Louise et Julie pour présenter ces résultats et puis on se retrouve à la fin de la présentation pour vos questions et puis pour en échanger. Voilà, je le répète, n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat s'il y a des problèmes ou des difficultés techniques, n'hésitez pas. Hop. Bon webinaire. Merci. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. On remercie aussi beaucoup le COPIL pour nous avoir permis de réaliser cette enquête et notamment aussi tous les participants de l'enquête, que ce soit les festivals qui ont accepté de nous accueillir ou les enquêtés qui ont accepté de témoigner, que ce soit les professionnels ou les publics. Donc, je suis Julie Bénard et je suis sociologue du genre et j'ai mené et réalisé cette enquête avec Louise Gasté. On est toutes les deux cofondatrices du cabinet d'études en sciences sociales Les Petites Voix. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord faire un peu un état des lieux de la recherche sur le sujet. Donc, comme le disait Alix, en fait, il y a très peu d'études qualitatives qui ont été faites sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. En fait, en ce qui concerne en tout cas les festivals, il y a majoritairement 4 grosses enquêtes qui ont été faites au niveau anglo-saxon, que vous pouvez voir là écrit à l'écran. Elles sont assez récentes, puisqu'elles ont été produites entre 2019 et 2022. Ensuite, du côté de la France, on a plutôt des statistiques qui viennent d'organismes étatiques qui s'attaquent soit aux violences en général, soit aux violences dans l'espace public. Et si elles sont sur les milieux festifs, elles viennent plutôt travailler sur les pratiques telles les types de public ou les types de musique. Et quand elles sont à la fois sur les violences sexistes et sexuelles et sur les milieux festifs, elles sont majoritairement produites par des structures associatives, comme pour l'enquête de Consentis ou celle de Nous Toutes. Et concernant les milieux festifs en France et concernant les études qualitatives, on a plutôt des études sur les boîtes de nuit, d'où le fait qu'on s'est focalisé sur les festivals. Toutes ces études, elles sont relativement récentes et elles s'inscrivent dans la lignée du mouvement international de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, #MeToo, massivement diffusé à la fin de 2017. Et pour les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, le coup de projecteur, il vient qui sera largement diffusé sur les réseaux sociaux français à partir de 2021. Le développement des études qualitatives et quantitatives sur les violences sexistes et sexuelles et plus largement sur tous les types de violences et de discrimination en milieu festif, elles permettent qu'elles soient de plus en plus visibilisées, enfin que ces violences soient de plus en plus visibilisées et que les vécus soient de plus en plus visibilisés aussi, et notamment grâce à beaucoup d'acteurs et d'actrices associatives et militantes. En fait, c'est une approche mixte et nécessaire pour appréhender ce sujet complexe, parce que les violences sexistes et sexuelles sont diverses, mais aussi les discriminations ainsi que les milieux festifs. Et il y a très peu du coup de recherche qualité. En fait, le quantitatif, il va permettre de fixer dans des catégories, ce qui permet d'établir des faits, mais rarement en fait de chercher les causes. Et le qualitatif permet justement d'aller chercher les mécanismes qui se trouvent derrière des constats chiffrés. En fait, répondre à une question figée, ça nécessite d'avoir conscientisé le phénomène sur lequel on est interrogé. Et dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, leur récurrence et la diversité des formes qu'elles prennent favorisent justement une intériorisation.
Alors, au niveau de nos perspectives théoriques, on propose une analyse en termes de rapports sociaux pour comprendre justement le phénomène des VSS comme résultant de rapports de pouvoir à l'échelle macro-sociale. Ces rapports, en fait, ils sont construits socialement et historiquement et sont souvent basés sur des stéréotypes et des normes sociales qui attribuent des rôles, des comportements et des statuts différents aux individus. Ils sont exprimés par les différents groupes sociaux qui ont des intérêts hétérogènes, qui s'entrecroisent et qui se reproduisent. Ils peuvent être basés sur des catégories sociales telles que le genre, le sexe, la classe, la race, l'âge ou le handicap. Et les rapports de domination, ils font référence à relations de pouvoir inégales entre ces individus ou entre les groupes sociaux. Ils peuvent être exercés de manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, et peuvent être ancrés dans des structures sociales plus larges telles que le capitalisme, le patriarcat ou le racisme. Ils sont légitimés par des idéologies ou des discours qui justifient les inégalités sociales et qui naturalisent les rapports de pouvoir. Et ils sont également reproduits par des pratiques sociales et des habitudes quotidiennes qui perpétuent les inégalités. Dans une société patriarcale, nous sommes exposés à un système normatif définissant la sexualité dominante et des sexualités minorisées. C'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité, qui est un concept qui permet de décrire cette norme sociale selon laquelle les relations hétérosexuelles sont considérées comme la norme et comme la seule forme légitime de sexualité et de relations amoureuses. Les personnes qui ne correspondent pas à cette norme sont socialement sanctionnées en étant marginalisées, discriminées ou en subissant des violences. Nous nous plaçons dans une perspective intersectionnelle et l'intersectionnalité elle permet d'étudier les différentes formes de domination et d'oppression et de discrimination et leurs liens entre elles en partant des rapports sociaux basés sur des différenciations sociales dont on parlait tout à l'heure. Et elles s'influencent les unes les autres et l'intersectionnalité permet justement d'étudier les croisements de celles-ci au niveau macrosociologique, donc les rapports de pouvoir, et microsociologiques, qui sont les inégalités construites et entretenues par ces rapports de pouvoir. Afin de rendre compte les différentes formes de domination, mais aussi de faire apparaître leur dimension sociale derrière la construction des discriminations, nous avons choisi d'utiliser les termes suivants, donc personnes minorisées et personnes racialisées, que vous voyez écrits à l'écran. Dans ces perspectives, nous on définit les violences sexistes et sexuelles comme tout acte imposé à une personne contre sa volonté en raison de son genre et ou de son orientation sexuelle et portant atteinte à son intégrité physique et ou psychologique. Cette définition, elle regroupe un large spectre d'actes et de victimes, qu'il s'agisse de femmes hétérosexuelles ou de toute personne s'inscrivant hors des normes de l'hétéronormativité. Ce sont des violences qui s'inscrivent dans le continuum des violences, qui est un concept utilisé pour décrire la gamme complète des comportements violents, allant des formes les plus subtiles et apparemment anodines de harcèlement sexuel, de remarques déplacées ou d'attouchements non désirés, jusqu'aux violences sexuelles telles que le viol et les agressions sexuelles. Le continuum des violences, il permet de mettre en évidence le fait que différentes formes de VSS ne sont pas des actes isolés, mais qu'elles sont liées entre elles et qu'elles s'inscrivent dans une culture plus large de domination et de contrôle des femmes et des personnes LGBTQIA+. Pour étudier la fête, nous la pensons en fait comme un fait social. Un fait social, c'est toutes les manières de faire, d'agir, de penser, sont des éléments qui sont extérieurs aux individus et qui s'imposent à eux au sein d'une société donnée. Comme pour la fête, la nuit, elle est pensée comme un espace social. Elle est propice à l'observation de l'expression des rapports de domination sexistes, racistes, classistes, LGBTI-phobes, etc., qui sont potentiellement moins visibles en journée parce que les normes sont pensées comme différentes. La nuit et particulièrement la fête sont empreintes de charges symboliques construites à partir d'un système oppressif et de domination patriarcale. Et ces perceptions, elles viennent impacter les comportements sociaux, notamment dans le rapport au corps, à travers la présentation de soi, à travers la danse, à travers la séduction, la consommation d'alcool, mais aussi à travers les performances de masculinité et de féminité. Et pour étudier la fête, il y a aussi les leisure studies que nous avons choisi d'étudier sous le prisme du genre. Les leisure studies, c'est un champ d'analyse des sciences sociales qui est consacré aux loisirs et utilisé principalement dans la littérature anglo-saxonne. Il interroge la fête comme une notion d'événement et de loisir, mais il cherche en fait à dépasser la définition de la fête comme une simple rupture du quotidien.
Ensuite, pour appréhender le continuum des violences, il est intéressant de regarder du côté de la recherche sur les violences subies dans l'espace public, notamment si nous appréhendons les milieux festifs comme des espaces publics. La littérature reprenant une approche spatiale est relativement riche sur les thématiques autour du genre et de l'espace, mais étudier les peurs dans l'espace public, notamment pour penser les déplacements entre le domicile et le milieu festif, permet d'appréhender une nouvelle phase du continuum des violences. Et pour travailler aussi sur l'inclusivité et l'accessibilité d'un lieu, nous sommes intéressés à la marchabilité, notamment pour nos observations de terrain. Ce concept, il exprime le potentiel piétonné d'un environnement urbain et il permet en fait d'appréhender le rapport que l'individu et son environnement a à son environnement à travers ses déplacements au sein de ces espaces, mais aussi par rapport à ses trajets pour y accéder. La marchabilité, elle exprime les rapports sociaux en liant la matérialité de l'espace, donc avec la fonctionnalité, le confort, l'accessibilité, aux impressions qui s'en dégagent, donc le sentiment d'insécurité ou de convivialité. Maintenant qu'on a eu un peu un aperçu de notre cadre théorique, je vais laisser la main à Louise pour vous présenter notre cadre méthodologique. Merci Julie, bonjour à tous et toutes. Oui, donc on va parler rapidement de la méthodologie parce que déjà dans un premier temps, nous, il nous a fallu, comme l'a dit Alix tout à l'heure, recentrer quand même l'objet de recherche. Étant donné le peu d'études sur le sujet, on avait envie d'aller un peu voir partout, mais il fallait quand même qu'on puisse recentrer en termes de faisabilité. Donc on s'est concentré sur les festivals de musiques actuelles. Alors pourquoi les festivals de musiques actuelles? C'était pour plusieurs raisons. C'est d'une part parce que ce sont des espaces qui sont très peu étudiés au prisme du genre, alors qu'on a un public qui est quand même majoritairement féminin. On a 61% du public dans ces espaces qui sont des femmes. Et puis aussi parce que ça nous paraissait intéressant d'aller regarder ces espaces qui se distinguent vraiment d'autres milieux festifs par leur temporalité qu'on trouvait intéressante, la temporalité qui est souvent prolongée, et puis aussi par l'imaginaire qui entoure ces espaces qui vont par exemple pas du tout être la même pour les bars ou pour les boîtes de nuit, par exemple. Alors, en termes de méthodologie utilisée, vous pouvez voir à l'écran les principales méthodes qu'on a employées. Donc, on a d'abord l'observation participante. Ça, c'est-à-dire qu'on est allé enquêter 4 festivals différents et donc nous y sommes allés en tant que public. Et puis quand c'était possible, on passait aussi du temps avec les associations de prévention des VSS qui étaient sur place. Puis on était aussi allé voir du côté de la sécurité quand c'était possible. En parallèle de cette observation participante vraiment sur site, sur festival, on a réalisé une ethnographie en ligne. Donc, c'est-à-dire une observation sur une période, tout au long de la période d'étude, de manière ponctuelle. L'idée, c'était pas de faire une analyse quantitative des réseaux sociaux, mais plutôt de prolonger en fait l'observation par des temps où on allait regarder ce qui se passait sur les pages officielles des festivals et aussi sur les pages qui gravitent autour. Et puis donc pour terminer, le gros de nos matériaux, ce sont vraiment les 25 entretiens semi-directifs qu'on a réalisés. Alors les entretiens semi-directifs, c'est vraiment l'idée d'avoir des grands thèmes avec des questions, mais de s'adapter réellement à la personne. Donc on n'a pas forcément abordé la même chose avec chacun, chacune, parce que ça nous permet de nous adapter vraiment à son vécu et puis aussi de voir émerger des choses qu'on n'a pas forcément anticipées de base. Donc c'est aussi l'intérêt de cet outil du semi-directif. Alors, en termes de ce qu'on a abordé dans les entretiens, on a discuté des festivals. Alors, l'appel à témoignages portait sur les festivals. Par contre, une fois en entretien, nous, on a discuté avec les personnes de toutes leurs pratiques festives en général, ce qui nous permet d'avoir, au cours de l'enquête, vraiment une analyse sur les festivals, mais qui est quand même alimentée par les vécus. Et on a essayé de regarder un peu les différentes perceptions de ces espaces et comment les pratiques festives évoluent en fonction des violences sexistes et sexuelles.
Donc, comme vous pouvez le voir, le gros de l'échantillon sont des personnes qui ont été victimes de VSS, mais on a aussi rencontré des organisatoristes d'événements, de festivals, des 3 entretiens avec des professionnels de la sûreté, puis 3 autres avec des associations de prévention. En fait, l'idée, c'était aussi dans la phase exploratoire pour nous de nous saisir du contexte et des enjeux des professionnels. Donc pour ça, on a tenu à les rencontrer pour aussi se faire une idée de l'état des lieux de la prévention et de l'état d'esprit des acteuristes. Et donc, on a aussi dans l'étude essayé de développer justement une analyse de ce qui se fait actuellement en termes de prévention. Donc, on reviendra là-dessus aussi. Alors, au niveau de la présentation un peu du terrain, je voulais revenir rapidement là-dessus. On a essayé d'avoir une représentativité le plus possible, une diversité plutôt dans les festivals sélectionnés. Maintenant, il y a eu quand même voilà, en fonction des contraintes de l'accès au terrain de chacun, chacune. Mais on a essayé d'avoir une attention particulière avec le comité de pilotage sur tout ce qui était la localisation géographique, la temporalité, le prix, la présence ou non d'un camping, le type de programmation pour justement essayer d'avoir éventuellement le public le plus varié et de voir si justement il y avait des variables qui pouvaient impacter la manière dont les VSS se déroulent en milieu festif. Donc là, vous avez globalement les principales caractéristiques des lieux enquêtés. Euh, L'idée, c'est que, évidemment, tous les acteurs, actrices qui ont participé à l'enquête, que ce soit côté professionnel ou côté public, donc, sont rendus anonymes. Ce sera le cas également dans le rapport. Pour le mode de recrutement et le déroulé des entretiens, alors, on est passé par les réseaux sociaux pour recruter les personnes. On sait aussi que le mode de recrutement déjà va cibler un certain type de population, mais donc on est passé par les réseaux sociaux du coup des festivals et aussi des acteurs et actrices associatifs qui gravitaient autour de ces festivals pour essayer de toucher un large spectre de personnes. Peut-être d'ailleurs que certains ou certaines d'entre vous ont vu passer l'appel à témoignage et l'ont relayé. Et merci si c'est le cas, parce que c'est vrai que ça a été assez compliqué pour nous de recruter et de trouver des participants, participantes, parce que un entretien, c'est quand même beaucoup plus impliquant et impactant que de répondre à un questionnaire. Et puis aussi avec la difficulté du sujet. Donc, on a eu aussi des personnes qui nous contactaient, puis qui finalement faisaient machine arrière. C'est bien normal. Donc, le recrutement, ça a été quand même un peu long et fastidieux. Et donc, on arrive avec cette composition d'échantillons sur laquelle je vais revenir. Je tenais aussi à dire que les entretiens se sont faits en présentiel ou en distanciel. Et ça, c'était vraiment laissé à l'appréciation des personnes qui témoignaient. Pareil pour les lieux, quand c'était en présentiel, l'idée, c'était vraiment qu'elles soient le plus à l'aise possible pour pouvoir témoigner et qu'on soit, nous, les moins intrusifs possible. Donc, on arrive sur une moyenne d'âge des enquêtés côté public de 26 ans. On a 10 personnes qui s'identifient en tant que femmes, 3 personnes qui s'identifient en tant que gender fluid ou non-binaire, une en tant qu'homme, et au total, 6 personnes font partie de la communauté LGBTQIA+, et on a une personne racisée. Alors, on voulait revenir là-dessus aussi sur le fait qu'on n'ait qu'une seule personne racisée, parce que c'est vrai que c'est assez insuffisant pour vraiment produire une analyse complète qui va vraiment rendre compte des spécificités des vécus et des discriminations. Donc nous, ce qu'on a fait quand on a vu qu'on n'avait qu'une seule personne qui pouvait témoigner de violences intersectionnelles subies à ce niveau-là, on a vraiment décidé de s'appuyer beaucoup sur son témoignage pour mettre en avant son vécu. Donc, je vais revenir un peu sur ces questions d'ailleurs au niveau de notre positionnement, parce que l'idée, c'était d'avoir une relation vraiment de confiance avec nos enquêtés. On a beaucoup échangé avec elles par mail, téléphone, via les réseaux sociaux, avant et après l'entretien, parce que c'était intense, parce que c'est un sujet aussi où les personnes nous donnent leur vécu et nous font confiance. Donc, à nous de ne pas trahir leur vécu. Et donc, globalement, d'ailleurs, on a eu enfin, des entretiens assez intenses, évidemment,
avec des personnes qui étaient contentes de ce qu'elles nous ont dit, en tout cas de pouvoir prendre la parole dans une enquête qui va être rendue publique en espérant que les choses puissent évoluer. Et puis aussi, ça permettait de faire un point sur sa propre trajectoire. Mais donc nous, comment on s'est positionné réellement par rapport au terrain, c'est qu'on a mobilisé des méthodologies qui sont féministes, c'est-à-dire que ce sont des méthodologies qui, comme je le dis, laissent vraiment un espace d'expression pour les savoirs minoritaires. Donc, c'est-à-dire que nous, on part de l'expérience des enquêtés et on s'appuie vraiment sur celle-ci. Euh, et donc, nous, en parallèle, on questionne aussi notre propre position. Donc, c'est la notion de point de vue situé qui nous sert à ça. Et donc, c'est l'idée de se dire comment ma position impacte le terrain et comment mon analyse aussi est impactée par ma propre position. Donc, on a pris en compte ça dans l'analyse. Donc, le fait d'être des jeunes femmes, par exemple, ça nous permet d'une part de réduire la violence symbolique, donc dans la récolte d'un discours qui est difficile à mettre en mots. Donc là-dessus, on a réussi grâce à une proximité sociale, que ce soit d'âge ou de genre, avec les enquêtés, d'avoir des échanges assez fluides. Et pour toutes les autres formes de discrimination qu'on ne vit pas, nous, on a adopté donc une approche compréhensive. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de nous ne pas arriver en apposant des cadres d'analyse sociologique sur des discours, mais plutôt de se concentrer sur le sens, les explications et les analyses qui viennent des personnes directement concernées. Ça, c'est vraiment la méthode qu'on a mis en place pour les entretiens. Donc, je pense qu'on a fait le tour au niveau méthodologie. Évidemment, si vous avez des questions, on pourra en revenir dessus. Je vous propose à présent qu'on regarde du côté des trajectoires des personnes concernées. Alors, on va rentrer justement dans la présentation un peu plus des résultats qu'on a eus avec l'enquête. Et face justement à cette trajectoire des enquêtés qui étaient extrêmement marquées par les violences, on a choisi de s'intéresser à toutes les violences qui, elles, ont connues, puisqu'elles s'inscrivent dans un continuum de violences et qu'elles sont liées les unes avec les autres. Donc pour commencer, on a regardé un peu du côté de l'espace public, qui est perçu comme un lieu qui est accessible à tous, si on prend le terme public à la lettre. Pourtant, tous les individus ne se l'approprient pas et ne peuvent pas se l'approprier. Et pour illustrer ce niveau d'accessibilité, on peut regarder justement du côté de la marchabilité et de la définition d'un lieu habitable. Donc c'est pas forcément un lieu fixe où l'on habite, mais c'est aussi la manière dont on se déplace à l'intérieur. Donc est-ce qu'on y stagne, est-ce qu'on y passe du temps, est-ce qu'on y passe en coup de vent? Et regarder en fait comment les individus habitent un lieu, ça donne à voir les interactions et les rapports inégaux entre les individus dans l'espace. C'est donc un cadre assez intéressant pour observer et analyser les corps et les mouvements des personnes minorisées, et particulièrement des femmes et des personnes LGBTQIA+, au sein de l'espace public, mais aussi dans les milieux festifs. Car pour ces personnes, l'espace public est souvent synonyme d'un lieu hostile, voire de danger. Il faut rappeler que les hommes et les femmes subissent des violences dans l'espace public, mais celles-ci ne sont pas du tout du même ordre. Et si l'on prend l'entièreté du continuum des violences, les femmes subissent davantage de violences que les hommes. La différence fondamentale, elle se joue sur l'accumulation des agressions et des violences à dimension sexiste et sexualisée, banalisées et constamment présentes sur elles. C'est une constante épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui peut être appelée l'effet de menace, c'est-à-dire la peur de la violence qui conduit à une série d'ajustements et de stratégies visant à se protéger de ces potentielles violences. Et il joue comme un rappel à l'ordre. Il contribue aussi à alimenter un imaginaire autour de la rue, voire autour de la nuit, et un sentiment de vulnérabilité ressenti par ces personnes. Toutes les personnes que nous avons interrogées, elles nous ont décrit des agressions qui sont survenues de jour comme de nuit, mais c'est surtout le contexte nocturne qui semble cristalliser le plus souvent la peur et accentuer justement ce sentiment de vulnérabilité. Et les restrictions et les modalités de déplacement sont largement plus nombreuses la nuit. La nuit, en fait, modifie le ressenti et la pratique de l'espace urbain. Les rapports de domination ne sont pas spécifiques, mais s'y retrouvent renforcés. Et on a pu voir quelques stratégies qui ont été mises en place par les personnes minorisées, que nous retrouvons aussi dans les discours de nos enquêtés, comme éviter les lieux déserts et les rues peu fréquentées, éviter de rentrer seul, appeler des amis pour avoir de la compagnie lors de trajets. Mais c'est aussi avoir les écouteurs aux oreilles avec de la musique très forte pour absolument oublier l'espace autour de nous,
mais c'est aussi avoir des écouteurs sans musique ou avec de la musique très peu forte pour entendre si quelqu'un s'approche. Notamment là, avec la verbatim que vous voyez écrit à l'écran, dans le discours de Fanny, on voit bien justement cette peur qui est intériorisée et on retrouve cette notion d'appropriation de l'espace, du lieu habital dont on discutait un petit peu plus tôt. En fait, il y a une création d'un imaginaire autour de la nuit comme un milieu menaçant, inconnu et sombre qui est relayé par les médias et les discours institutionnels et qui met aussi le focus sur le comportement de protection dont les victimes et les victimes potentielles doivent faire preuve, plutôt que sur les agresseurs et leur comportement violent. Il y a d'ailleurs une double peine pour les personnes racisées, entre la peur d'être victime en rentrant la nuit, mais aussi la peur d'être perçu comme un agresseur à cause des stéréotypes autour de la couleur de la peau. Cela peut avoir pour conséquence une autocensure, voire une autolimitation dans les déplacements, dans l'appropriation de l'espace et dans les pratiques de l'espace public. Les femmes sont alors renvoyées dans des espaces privés, tels que la famille ou le foyer, perçus comme sécurisés, bien que la majorité des VSS envers les femmes s'y produisent. La peur est alors utilisée comme un moyen de contrôler les personnes minorisées et de les déposséder de leurs droits dans l'espace public. Nos enquêtés, comme la plupart des individus, ont intériorisé la rue comme un espace dangereux, et ce depuis le plus jeune âge, à cause notamment de la peur transmise par les parents et de l'accumulation des violences subies dans ce milieu, que ce soit les sifflements, les klaxons, les insultes, les attouchements, les agressions, qu'elles soient vécues par les victimes elles-mêmes ou par leur entourage qui alimente l'effet de menace ou la peur du viol. Ces multitudes de violences, elles s'inscrivent dans le continuum des violences, entre des agressions extrêmement violentes et visibles à des violences plus subtiles et difficiles à faire reconnaître comme telles. Par exemple, les sifflements, les interpellations et les insultes, elles sont banalisées et minimisées par les victimes elles-mêmes, s'intégrant dans leur paysage quotidien, ponctué de nombreuses violences. C'est aussi un mécanisme de défense de ne pas trop y penser, de ne pas les nommer, afin de pouvoir continuer à vivre. Elles agissent toutes comme des rappels à l'ordre, voulant montrer aux personnes minorisées et en particulier ici aux femmes qu'elles ne sont pas tolérées dans l'espace public et qu'elles ne sont pas tolérées dans un espace dont l'appropriation est masculine. Si l'on prend la manière dans un espace est habité, les hommes ont une position plus statique dans les espaces publics, que ce soit au coin des rues, dans les commerces, sur les bancs. Ils peuvent flâner et ne pas se déplacer rapidement, plusieurs comportements marquant justement une appropriation assez forte de l'espace. Ah, on peut voir en fait cette appropriation dans le discours de nos enquêtés qui vont justement parler de ce comportement masculin qui vont créer un effet de menace sur elle. Donc comme Sarah qui a intégré que les groupes d'hommes qui stagnent et les regards insistants qui en viennent sont des signaux d'un risque potentiel. Ou alors Camille qui ne se sent pas en sécurité lorsqu'elle est entourée d'hommes dans les transports en commun. Ces groupes ne sont pas toujours de prime abord menaçants ou agressifs, mais ils sont souvent responsables des violences envers les femmes, assez pour créer un sentiment d'insécurité. Et d'après l'enquête Virage, 25% des insultes commises envers les femmes sont faites en groupe et principalement par des groupes composés d'hommes. Et si l'espace public il peut être perçu comme comportant certains risques pour les enfants, ces derniers ne sont pas appréhendés de la même manière selon l'identité de chacun et de chacune, notamment dans les règles imposées par les parents. Et le genre y joue un rôle d'ailleurs très déterminant. Les parents ne mettent pas toujours en garde contre une menace concrète, mais plutôt envers les inconnus, une notion floue pour des enfants ou des adolescents qui finissent par apprendre par elles-mêmes au fil des expériences que ces inconnus indiquent implicitement et principalement des hommes. L'ambiguïté des avertissements forcés par les parents suscite à la fois des interrogations, les jeunes ne sachant pas exactement de quoi se méfier, mais alimente également un sentiment de culpabilité. Donc c'est le cas d'Océane, 20 ans, qui ne devait pas faire de bêtises, et dont vous voyez la verbatim indiquée à l'écran. On a aussi l'exemple du père d'Aude qui lui a transmis sa peur en lui demandant constamment de faire attention, que ce soit en journée ou pendant la nuit, contrairement à son petit frère dont les sorties n'étaient pas aussi contrôlées. Donc, vous voyez aussi une partie de son témoignage à l'écran. Et face aux violences subies dans l'espace public, le contrôle parental des sorties, il peut être perçu à la fois comme frustrant, mais aussi comme légitime. Et si la majorité des personnes interrogées expriment l'envie de sortir malgré tout, les expériences d'agression subies confirment les craintes et les restrictions
alimentant la psychose et l'espace public, vu comme un lieu non habitable pour elle. Les violences sexuelles, elles s'inscrivent dans un continuum des violences qui se prolonge dans les différentes sphères de la vie des victimes. Et en effet, nos enquêtés ont également témoigné de violences subies dans la sphère privée, et ce dès le plus jeune âge. Tout comme les violences dans l'espace public, celles dans les sphères privées sont un phénomène social et systémique. La frontière entre l'espace privé et public est poreuse, et les violences subies dans l'un impactent la façon dont les victimes perçoivent et se réapproprient l'autre, ainsi que leur rapport à autrui, perturbant leurs relations sociales et intimes. On a justement 20% des personnes interrogées qui ont été victimes de violences conjugales et certaines ont subi des violences sexuelles de la part de leur conjoint, et ce avant même d'avoir atteint leur majorité. Les violences conjugales subies par nos enquêtés, elles ont été psychologiques, physiques ou sexuelles. Et en fait, on a décidé de regarder aussi du côté de la jalousie au sein du couple comme une vue, et on le voyait comme une porte d'entrée vers les violences conjugales et l'appropriation du corps des femmes. Et parmi nos enquêtés, il y en a 7 qui ont subi de la jalousie plus ou moins contraignante de la part de leur partenaire, que ce soit par la peur qu'il y ait, elle se fasse draguer, par la restriction des sorties ou la demande, voire l'obligation de changer de tenue avant de sortir. Et ces réflexions, elles peuvent paraître banales au premier abord, car elles sont dites sous couvert d'être plus en sécurité ou de ne pas créer de l'insécurité chez le partenaire. Mais cependant, ces ajustements dans la tenue ou dans les sorties ils amènent silencieusement à une régulation, voire à une autorégulation des déplacements et de l'occupation de l'espace public par les femmes. Les femmes sont alors réassignées à leur rôle traditionnel lié à la sphère domestique. L'intérieur et le domicile apportent une image rassurante et réconfortante face à la violence de l'extérieur. Et les partenaires les forcent à ne plus bouger de cet espace, leur imposant de ne pas ou de ne plus exister dans l'espace public afin qu'elles soient protégées. Et parmi nos enquêtés, on a pu observer plusieurs cas de figure. Par exemple, lorsqu'Amandine proposait des sorties, on voulait que son ex-copain l'accompagne voir ses amis, ce n'était jamais assez intéressant pour lui. Il préférait sortir que dans des lieux qu'il proposait, ce qui a eu pour conséquence qu'Amandine avait peu de vie sociale hors celle imposée par son ex-copain. Ou l'ancien partenaire de Cécile, qui ne l'autorisait pas à sortir, allant jusqu'à la culpabiliser, à lui rappeler la menace que représentent les agressions qu'elle pourrait subir en s'aventurant dehors sans lui. On peut analyser ce type de réaction comme un refus de la part de leur partenaire qu'elles puissent se socialiser. S'amuser sans eux était proscrit. Et la plupart des relations des violences conjugales dont nous avons pu être témoins lors de nos entretiens ont une dimension de violence psychologique. Parmi elles, 4 nous ont témoigné d'avoir vécu des violences sexuelles et de la violence physique à plusieurs reprises au cours de leur relation. Celles-ci ont eu de nombreuses conséquences sur la manière d'appréhender leurs relations sexuelles futures, mais aussi dans leurs relations amoureuses, que ce soit négativement comme positivement. Donc justement, on peut regarder le cas de Mathilde, qui a subi des violences psychologiques et des violences sexuelles au cours de précédentes relations. Et en fait, à partir de ces relations, elle a appris à reconnaître les signes de violence psychologique et a mis un terme rapidement à une relation dans laquelle son partenaire, qui, selon les termes de Mathilde, ne comprenait pas le concept de consentement. Pour conclure cette partie, l'espace privé peut être perçu comme un espace où on peut être vraiment soi-même, mais pourtant, et en présentant une potentielle protection, leur agresseur efface une partie de leur identité et de l'identité de leur victime, qu'elle soit physique ou sociale, notamment par la réduction des déplacements et des sorties et de l'accès à l'espace public. Hop, si je mets pas mon micro, ça va pas marcher. Euh, avant de continuer dans cette partie, je voulais aussi dire s'il y a des personnes qui se sentent pas très bien parce qu'on évoque des choses difficiles, voilà, faut pas hésiter à sortir, à couper, voilà, parce que c'est pas simple, peut-être à reprendre la synthèse plus tard, mais c'est vrai qu'on a des verbatims parfois qui sont aussi un peu difficiles. Là, je vais aussi continuer dans la violence, donc voilà, surtout faire prévenir les personnes là-dessus. Donc, on a vu avec Julie tous les éléments qui vont faire qui vont structurer en fait le rapport des enquêtés à l'espace public et du coup, de fait, à l'espace festif. Et donc, nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que donc les enquêtés vont avoir un rapport paradoxal à la fête qui en fait oscille entre
l'envie de lâcher prise, de s'amuser, et puis de l'autre côté, des rappels à l'ordre constant, donc des rappels à l'ordre de genre, à l'ordre patriarcal. Et il en va de même aussi pour les autres rapports de domination qui vont traverser ces espaces. Donc, ce qu'on a pu voir dans les études qui ont déjà été réalisées sur les festivals, c'est que ce sont des espaces qui sont empreints de l'héritage des carnavals et donc qui sont pensés comme des lieux de rupture avec le quotidien. Et ça va attirer les publics parce que les festivals sont perçus comme des espaces d'amusement, de lâcher prise, pour se défouler, se détendre par rapport à un quotidien qui, lui, serait très normé, très réglementé. Pourtant, les études elles ont montré que c'était loin d'être le cas et que ce sont des espaces qui sont traversés par les normes de genre, qui ne sont pas transgressées, même si on pourrait le croire, elles sont au contraire respectées et parfois même accentuées. On l'observe notamment nous, sur le terrain à travers les codes vestimentaires qui, eux, vont suivre les normes de féminité et de masculinité. Donc les corps, finalement, ils restent sous contrôle social. Pour les femmes, pour les minorités de genre, ça veut dire être dans un équilibre constant. Et donc, pour les femmes en particulier, on va être sur une gymnastique qui réside dans le fait de respecter les codes attendus de la féminité, tout en s'assurant de ne pas se mettre en danger à travers des tenues qui pourraient attirer une attention sexuelle qui n'est pas désirée. Et pour les personnes de la communauté LGBTQIA+, c'est par exemple transgresser les normes en matière de ce qu'on appelle la présentation de soi, donc l'habillement, le maquillage, les attitudes. Transgresser à ce niveau-là, c'est s'exposer, encore une fois, à des rappels au code de l'hétéronormativité et donc de risquer d'être sanctionné. Donc, on a par exemple là-dessus, nous rencontré l'exemple de Christopher, qui lui est un jeune homme homosexuel qui a bien voulu témoigner et qui nous explique comment, quand il transgresse les codes de la masculinité à l'occasion d'un festival, il a subi une vague d'insultes enfin, d'insultes de moqueries continues sur tout le long de son événement, donc ce qu'il a évidemment extrêmement mal vécu. Et puis, lui, il était aussi persuadé que justement, du fait de l'image de carnaval que peuvent avoir les festivals, il pouvait exprimer sa présentation de lui-même et son identité de genre librement, ce qui du coup n'a pas du tout été le cas. On observe aussi les normes de genre à travers pas uniquement l'habillement, mais aussi la danse, où on voit qu'elles respectent une division très genrée. Donc, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont minorisées, elles vont éviter de prendre de la place, de bouger, notamment de bouger certaines parties du corps qu'elles savent sexualiser. Donc, elles vont plutôt oser le faire, mais ce sera dans des moments contrôlées, on va dire. Donc, quand elles sont notamment en sécurité, en tout cas, elles pensent être en sécurité, entourées de groupes d'amis, par exemple, là, elles vont pouvoir danser librement et exprimer plus leur identité de genre. Mais dans les espaces festifs publics, c'est très difficile. C'est pas le cas des hommes d'ailleurs en termes d'appropriation de l'espace, parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils peuvent se déguiser, ils peuvent prendre de la place, ils sont même encouragés par leur père à faire des démonstrations de virilité. Et donc, tout ça entraîne une appropriation de tous les espaces, que ce soit des espaces physiques, donc, comme je le disais, prendre de la place, sauter partout, se battre, pousser, etc. Mais aussi l'espace sonore, donc ça va être les hurlements, les chants, les rires. Donc, on a aussi dans la consommation excessive d'alcool qui va encourager tout ça, d'alcool ou de drogue, ça accentue cette appropriation qui est vraiment très visible et tous ces comportements qui sont virilistes, qui peuvent aussi être racistes, qui sont très facilement identifiés par les victimes, elles les repèrent, ces gens-là, et elles les associent directement à des menaces. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on a constaté, c'est que nos enquêtés repèrent ces éléments menaçants et puis vont essayer de les éviter le plus possible, les surveiller du coin de l'œil. Donc, ce qui se passe pour les personnes qu'on a rencontrées, c'est que les milieux festifs et surtout les événements de musique en live comme ça, euh, il y a une recherche de transe collective, une connexion, un état de bien-être entre les individus et la musique. Et donc, en fait, dans cette recherche de transe et d'amusement, mais même vraiment
de s'oublier dans la musique. Les violences sexistes et sexuelles, elles agissent vraiment comme des interruptions qui sont très brutales et qui vont rappeler aux victimes qu'elles ont un corps et que ce corps, il est sexualisé et objectifié. Donc, face à ces agressions, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques, les victimes, elles vont être en alerte et en hypervigilance pour tout le reste de l'événement, que ce soit de manière consciente ou non. Donc, c'est par exemple ce que nous dit Sarah qui dit euh, je pensais que je pourrais m'amuser et tout, et au final, je me prends ça dans la gueule alors que je voulais juste m'amuser, quoi. Donc, ça a été un peu compliqué et ça m'a mise dans un état d'alerte pour les jours d'après. Donc, ça, on l'a retrouvé énormément dans les entretiens. On voulait également s'arrêter au-delà des normes et de l'atmosphère sur donc les typologies vraiment concrètement des violences subies par les enquêtés dans les milieux festifs, euh, en s'arrêtant d'abord sur les violences qu'on a rencontrées le plus. Donc, au cours de l'enquête, ce sont vraiment les remarques sexistes et les insultes qui sont vraiment monnaie courante, qui sont souvent proférées sous couvert d'humour et donc qui rendent difficile toute répartie pour les victimes. Et puis pour les auteurs, ça leur permet en plus de minimiser leur comportement. Donc, du coup, là-dessus, il y a un peu deux approches. Il y a les personnes qui choisissent de répondre, mais elles vont être taxées de rabat-joie, elles vont voilà, être sanctionnées socialement pour avoir osé mettre des limites. Et puis, d'autres personnes vont choisir d'ignorer et de minimiser les faits, de ne pas y prêter attention, justement pour pouvoir continuer à profiter. Et en mettant ces comportements sur une figure qui est revenue au cours de l'enquête, qui est la figure du lourd, qui désigne aussi bien les jeunes hommes que les moins jeunes, notamment dans les milieux de musique traditionnelle. Et donc, en fait, les festivalières, dans les milieux traditionnels, par exemple, elles nous ont décrit cette ambiance de sexisme ordinaire. Et en plus, elles vont avoir elles-mêmes tendance à plus le tolérer dans ces milieux-là, en particulier, puisque il y a une image d'autant plus familiale et sécurisante que dans d'autres espaces festifs. Pourtant, donc, avec elle, on a creusé un petit peu et on s'est bien rendu compte de la mesure en fait du climat sexiste et du nombre de remarques qu'elles ont pu subir, notamment sur leur apparence et leur habillement, quoi. En plus des violences là que je viens de vous décrire, l'autre violence qui est vraiment revenue de manière très très récurrente, donc au-delà de ce qui est verbal, ce sont vraiment les attouchements qui sont monnaie courante également. Euh, et nous, on a voulu aussi s'attarder sur la fameuse main aux fesses, qui est revenue énormément. Cette expression, elle est revenue dans tous les entretiens de manière un peu automatique, que ce soit des entretiens avec justement du public, des associations, la sécurité ou des organisations de festivals. En fait, l'usage de ce terme de manière aussi récurrente, pour nous, montre que cet attouchement-là en particulier, il est tellement massif qu'en vrai, il est devenu presque banal, voire accepté. Et donc, les attouchements, que ce soit donc, sur la poitrine aussi ou sur les fesses, nous, elles nous semblaient vraiment importantes à déconstruire parce que ce dont on se rend compte, c'est que elles sont généralement perpétrées par des inconnus et elles se produisent de façon répétée. En particulier dans les festivals où on va avoir les agresseurs qui profitent de la foule pour exécuter leurs gestes sans être identifiés. Donc, on a une dimension fugace dans ce type d'agression et ça prive la personne de toute possibilité de réponse face à des agresseurs qui, eux, n'ont pas de visage. Et en fait, ce que ça produit chez les victimes, c'est que on a l'impression que on peut être victime à tout moment. Ça la prive de sa capacité d'agir, puis elle se sent à la merci de la foule. Donc c'est vraiment ça que nous on a constaté. Et donc derrière cette agression qui est banalisée, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les femmes reçoivent par là le message que elles sont juste un corps, une identité sociale et qu'elles sont donc sexualisées. Ça va être exactement les mêmes mécanismes pour un autre type d'agression, qui sont les agressions à caractère raciste, comme par exemple le fait de se faire toucher les cheveux de manière non consentie et de manière répétée, ou de voir son corps perçu comme exotique ou sexualisé.
Donc là, on a les mêmes logiques, c'est être ramené à sa corporalité et à son identité sociale de manière violente. Donc, généralement, ce sont, comme je disais, des agressions qui sont le fait d'inconnus, mais ce n'est pas toujours le cas. Notamment dans les fest-noz qu'on a pu enquêter, on va retrouver donc cette figure du fameux lourd, qui sont en fait des agresseurs qui sont souvent identifiés et connus de tous, parce que ce sont des milieux avec une forte interconnaissance. Donc, cette forte interconnaissance, elle a aussi pour conséquence, et on y reviendra, le fait qu'il y a une passivité du groupe vis-à-vis des agissements de ces personnes qui sont identifiées. Et donc, ça leur laisse le champ libre pour perpétrer des VSS et avec des femmes qui sont parfois très jeunes. Pour terminer, on voulait vraiment revenir sur les logiques qui sont derrière toutes ces agressions. Donc les logiques de prédation, ça peut être aussi une partie un peu difficile. Je préfère prévenir. Donc, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'on a des agressions là, verbales, on a des agressions sexuelles qui sont particulièrement présentes en milieu festif, mais tout ce qui est violence sexuelle, c'est également très présent. Elles sont nombreuses et elles sont le produit de logiques de prédation qui sont rendues possibles parce qu'on a une atmosphère sexiste et permissive. Et donc ça passe notamment par la séduction qui va être très présente et très associée à l'imaginaire des lieux de fête. Donc la séduction, nous, on l'entend comme une pratique sociale genrée qui va conduire les femmes à être dans une posture de passivité, tandis que les hommes, eux, vont tester leur virilité en adoptant une posture plus de conquérant, de chasseur. Et donc la drague dans les événements festifs a tendance à renforcer une masculinité qui est traditionnelle, qui est hégémonique, c'est-à-dire le type de masculinité qui est socialement valorisée et dominante. Donc les hommes ne correspondant pas à cette masculinité-là peuvent être marginalisés, stigmatisés, voire victimes de violences. Et les autres doivent se plier à cette masculinité qui passe notamment au milieu festif par ce qu'on appelle la girl hunt, qui est un phénomène qu'on peut traduire comme la chasse aux filles, qu'on retrouve beaucoup et qui est très lié à la séduction. Alors, comment ça se traduit dans le concret? C'est en amont des soirées. Ce sont les hommes qui vont se retrouver entre eux pour écouter de la musique et glorifier la masculinité, voire parfois dévaluer la féminité. Ils boivent de l'alcool, se racontent des histoires sur leur conquête passée, cherchent à prouver aussi indirectement qui est le gagnant de la compétition de la séduction, si je puis dire. Et puis de renforcer un peu tout ça, renforce le mythe du coup d'un soir. Et donc il y a une forme de compétition et aussi une forme très collective dans ces pratiques. Par exemple, un comportement de drague dans les milieux festifs va souvent être réalisé en groupe pour impressionner, pour faire rire. Et ça se remarque notamment dans le fait que si un membre du groupe conclut, c'est tout le groupe qui célèbre. Et donc, en fait, cette configuration-là, c'est que dans cette configuration, les femmes sont bien pas des proies, des objets, en fait, pour tester sa virilité. Donc, ça sont des logiques de prédation qui témoignent de rapports de domination existantes. Et en fait, nous, ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est que les agressions décrites par les enquêtés, euh, systématiquement, les agresseurs, ils s'assurent justement de cette domination. Ils instaurent un rapport de force qui passe par l'isolement, qui passe par l'âge, qui passe par le statut qui sert à consolider la domination. Par exemple, se faire passer pour un photographe qui est revenu à 2 reprises dans l'enquête. Mais ça peut être aussi profiter de son statut de bénévole ou de membre de l'organisation. Et on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup d'hommes qui n'hésitaient pas à utiliser l'intimidation physique en s'introduisant directement dans l'espace personnel des personnes pour les intimider. Et la soumission chimique ou le fait de cibler des personnes alcoolisées ou droguées sont également des moyens qu'on a rencontrés voilà, pour assurer sa domination sur la victime. En fait, les agresseurs, ils sont nombreux à mettre les victimes dans des positions d'échange économico-sexuel. C'est-à-dire que les hommes vont chercher à rétribuer les femmes pour obtenir des faveurs sexuelles. Et dans cette logique de prédation, de rapport de domination, ils vont en fait mettre les femmes dans des positions d'endettement, en leur payant à boire, en leur rendant service, par exemple, en offrant leur aide, de manière à ce qu'elles se sentent redevables. Et donc là, je vais vous faire une liste rapide des personnes, des agressions qui correspondent à ce type qu'on a pu rencontrer. Donc c'est Aude, par exemple, elle a été victime d'un homme en boîte de nuit qui l'avait repérée dans la queue des toilettes.
qui l'a suivi toute la soirée jusqu'à réussir à se faire inviter par les amis d'Aude pour prolonger la soirée en appartement. Et c'est là qu'il tente de la violer. Océane, elle a été violée par un ami d'amis à la suite d'une soirée dans un bar qui s'était prolongée dans un appartement. Elle avait tout juste 18 ans et son agresseur était plus âgé. Et il a profité de l'état d'ébriété très avancé du groupe pour isoler Océane et lui proposer de rester dormir. Dans une autre situation, on a Amandine qui a été abandonnée par ses amis à 18 ans dans un festival et elle a été agressée par un homme qui lui avait proposé sa tante. Sarah, elle a été aussi victime d'une agression enfin, par un ami dans sa tente où elle a été violée lors d'un festival où elle était trop alcoolisée. Clémence, elle a été agressée à 16 ans aussi lors d'un concert par un quadragénaire qui se frottait à elle. Et Inès, elle a été droguée en boîte de nuit. Donc voilà, c'est tous ces exemples-là où en fait on voit que, ce sont que certains, mais ce qu'on voit c'est que la situation, dans toutes les situations, les agresseurs, systématiquement, ils s'assurent de leur position et de la position de vulnérabilité des victimes. Donc qu'elles soient seules, qu'elles soient alcoolisées, qu'elles soient endormies ou droguées à leur insu. On remarque également que ces agressions, elles ont lieu en public, les agressions sexistes et sexuelles, au milieu de la foule, mais les violences sexuelles, elles sont en majorité réalisées en privé, dans des espaces clos, ça peut être les campings, ça peut être les fêtes privées, ou ça peut être au domicile. Donc là, on voit bien qu'il y a un continuum entre les violences qui commencent dans les espaces publics et qui peuvent se terminer dans les espaces privés, mais la frontière est très poreuse entre les deux. Et donc, il y a une multitude d'agressions et une multitude d'espaces pour que ces agressions se réalisent. Pour finir, on voulait juste dire que quand on parle de logique de prédation, nous, on parle donc de ces logiques comme étant le produit de rapports sociaux systémiques de domination et non pas de prédateurs isolés, marginaux, qui seraient uniques à réaliser ces actes, comme vous avez pu le voir dans toutes les agressions que j'ai citées. Et justement, face à toutes ces violences, on a pu aller regarder un peu du côté des conséquences que ça a eu sur les victimes. Et comme on a pu le voir, en fait, il y a énormément c'est des trajectoires de vie qui sont énormément marquées par les violences et qu'il y a bien un sentiment de peur qui est intériorisé face à l'espace public et aux espaces festifs. Mais cependant, les chiffres sur les agressions, ils sont potentiellement sous-évalués car ils ne concernent que des faits déclarés et ne prennent pas en compte la minimisation et la banalisation des violences par les victimes ni elles-mêmes, par les témoins et par les institutions. Certains groupes sociaux vont alors ajuster leur comportement à leur sentiment de peur pour s'exposer à moins de risques. Et c'est ce que nous avons analysé comme des stratégies d'évitement. En gros, les femmes et les personnes minorisées, pour concilier leurs allées et venues et leur sentiment de peur, elles mettent en place des stratégies d'évitement et parfois d'auto-exclusion des espaces festifs et des espaces publics. Donc, parmi les personnes rencontrées, nous avons rassemblé plusieurs adaptations de leur comportement social. Ça peut aller d'être chercher à être moins visible dans l'espace public, en s'habillant de manière large ou en prévoyant du rechange pour par-dessus leur tenue de soirée. Ça peut être de moins fréquenter un espace en particulier. Il y a plusieurs enquêtés qui ont, par exemple, arrêté de sortir en boîte de nuit, qui semblent être identifiés comme le milieu festif le plus hostile du fait de la fréquence des agressions. Il y a être en mouvement perpétuel pour paraître écouté, le fait d'être accompagné, éviter les horaires tardifs, fréquenter des espaces perçus comme plus sécurisants, avec un cercle restreint de personnes de confiance, tels que des espaces militants ou des espaces queer, ou limiter la consommation d'alcool et ou de drogue afin de rester vigilante et anticiper les dangers. Toutes ces stratégies, elles engendrent une logistique importante ainsi qu'une charge mentale que certaines préfèrent éviter en se restreignant sur leur sortie. Les typologies de sortie alors évoluent en fonction des vécus et des expériences des violences, mais aussi en fonction des récits de violence provenant de leur entourage. Et cela peut créer une lassitude face aux mauvaises expériences exprimées sous la forme d'un désintérêt pour les milieux festifs. Et du coup, les personnes vont sauter d'une liberté de circulation et de fréquentation de ces espaces de sociabilité. Ainsi, en fait, on a pu remarquer que nos enquêtés ils minimisaient leur vécu et exprimaient un déni de la gravité des violences qu'elles ont pu vivre. En nous contactant lors des appels à témoignages, et elles affirment tous n'avoir pas grand-chose à nous dire, c'est ce qu'il faut à chaque entretien. Notre démarche a permis en fait, de les mettre dans des situations d'explicitation
c'est-à-dire de les amener à raconter en détail des événements afin de faire remonter des souvenirs. Donc là, l'exemple d'autre que vous avez à l'écran, il est assez parlant parce qu'après avoir décrit en détail plusieurs agressions en milieu festif, Aude elle s'empresse de minimiser les faits lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a pas signalé les violences. Et en effet, les signalements ne se passent rarement aussi facilement que l'on voudrait et plusieurs blocages sont expérimentés par les personnes souhaitant le faire. Il y a d'abord la peur de voir leur vécu être minimisé, banalisé, le fait de ne pas être cru, et qui sont des obstacles majeurs à la dénonciation des agressions. Les victimes ont parfois déjà vécu des expériences négatives, que ce soit avec les autorités ou les systèmes de soutien, qui peut renforcer leur méfiance et leur réticence à signaler des agressions. Les rapports de pouvoir qui sont aussi défavorables aux victimes peuvent également les dissuader de dénoncer ces agressions. Il y a aussi le manque de soutien de la part de l'entourage, mais aussi des organisatrices d'événements, des associations de prévention, des agents de sécurité ou de la part de la police. Leurs réactions, en fait, peuvent décourager le signalement et renforcer l'impunité des agresseurs et la culture du viol dans les espaces festifs. Donc, nous, pendant les entretiens, on a pu remarquer des réactions de méfiance ou de jugement de la part des professionnels, mais aussi des refus d'aller en safe zone face à des bénévoles qui avaient été victimes. Il y a aussi à tout ça un sentiment de honte et d'humiliation qui s'ajoute et qui peut accompagner l'expérience des VSS subies en milieu festif. C'est un mécanisme de défense courant chez les victimes de VSS. Elles sont nombreuses à ressentir une forte culpabilité et à se sentir responsables de ce qui leur est arrivé, en particulier si elles ont consommé de l'alcool ou des drogues. Ces freins viennent des situations déjà vécues personnellement ou par l'entourage, mais aussi par les réactions diffusées par les médias dès qu'un cas de violence est dénoncé. Donc, ils vont engendrer un sentiment d'appréhension, voire une double peine pour celles qui osent en parler, et l'appréhension justement de cette double peine, créant un sentiment de lassitude. De plus, les victimes peuvent prendre conscience des violences subies de manière tardive, parfois plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, et ce décalage dans le temps peut compliquer la prise en charge et la reconnaissance des violences, ainsi que la poursuite des agresseurs. Donc, l'analyse des freins au signalement et des motivations de ceux-ci permet de mieux comprendre certaines situations qui mettent en difficulté les professionnels. Plusieurs d'entre elles nous ont raconté leur frustration lorsqu'ils ont des victimes qui signalent un agresseur, particulièrement lorsque celui-ci est identifié, qu'il y a des témoins, mais qu'elles ne souhaitent pas aller au bout de la procédure de signalement. Ces situations, elles sont parfois interprétées comme de la légèreté de la part des victimes qui préfèrent ne pas rater un concert plutôt que d'obtenir justice. Il y a deux aspects qui mènent à cette situation. Il y a d'abord la difficulté de mesurer la gravité d'une agression, puisque la victime, pour elle, cette agression fait partie de son quotidien, du continuum des violences dont nous parlons. Mais il y a aussi l'instantanéité de la situation, qui on demande à la victime de réagir sur le moment face à une victime qui vient de lui arriver. Et on pourra parler justement de l'aspect de sidération et de ne pas réussir à comprendre ce qui vient de se passer. Et le signalement, il peut être aussi effectué dans l'idée de pénaliser l'agresseur et de l'empêcher de continuer à agir et pas nécessairement pour obtenir justice personnellement. Les agressions agissent déjà comme une interruption brutale dans des moments de plaisir. Les victimes ne souhaitent donc pas que celle-ci se prolonge et qu'elle se retrouve davantage pénalisée. Donc, attendre des victimes qu'elles signalent, c'est exiger un travail supplémentaire de leur part. Elles vivent avec ce genre d'interaction déjà au quotidien et fournissent déjà un effort important pour s'en prémunir au maximum lorsqu'elles se rendent dans des espaces jugés à risque. Signaler peut être aussi perçu comme donnant une trop grande importance à la violence subie sur leur vie et ne pas signaler, c'est aussi un moyen de l'oublier. Et les victimes de VSS le sont généralement de façon répétée dans des espaces divers. Et la répétition combinée à la gravité des faits entraîne un grand nombre de conséquences. Et les répercussions des violences sur les victimes sont à la fois psychologiques et sociales. Et celles que nous avons identifiées lors de notre étude se recoupent largement avec celles mises en évidence dans les travaux anglo-saxons dont nous avons parlé dans le cadre théorique. Donc, parmi les conséquences sur la santé mentale et physique, on peut citer l'hypervigilance, l'angoisse, les douleurs chroniques, l'amnésie dissociative, l'agoraphobie, la colère ou l'agressivité, la sidération, dont je vous parlais, la méfiance envers autrui, mais aussi l'atteinte à l'estime de soi. Et sur les 15 personnes ayant témoigné, au moins 6 suivent une psychothérapie pour leur permettre de guérir de leur traumatisme.
À titre d'information, la question du soutien psychologique n'a jamais été directement posée lors des entretiens. Ce sont les victimes qui ont abordé d'elles-mêmes le sujet, faisant le lien directement entre les violences et le recours à la thérapie. Les relations amoureuses et sexuelles sont aussi particulièrement impactées par les VSS subis par les enquêtés. Et elles décrivent des difficultés à faire confiance, à entrer dans des relations de séduction et vont, dans certains cas, adopter des comportements à risque, comme des comportements autodestructeurs, de l'auto-handicap dans les relations, des difficultés à avoir des relations sexuelles. Mais cela se passe par exemple aussi par la fréquentation de personnes nocives et violentes de manière inconsciente, sans faire, les victimes alors s'enferment dans des spirales autodestructrices, comme en témoignent les recherches espagnoles menées en psychologie sur les conséquences justement des VSS en milieu festif sur les victimes. Nous, en tant que sociologues, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la récurrence de ces traumatismes engendrés par les violences subies par les victimes et les victimes potentielles, qui nous donnent à voir les rapports de domination au sein de ces espaces sociaux. Car certaines sont même expérimentées par des personnes qui n'ont pas été victimes ou victimes directement de violences, comme l'hypervigilance ou la méfiance envers autrui. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces violences, elles sont systémiques et elles ont des conséquences systémiques. D'où l'intérêt de chercher une réponse collective et non pas qu'individuelle par le recours à la thérapie, par exemple. Alors, avant de terminer et puis de passer aux suggestions des enquêtés qui nous sont remontées, nous voulions évoquer rapidement les enjeux liés à la prévention que nous, on a pu identifier sur le terrain. Pourtant, il s'agit quand même d'analyses qui sont, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, issues d'une phase exploratoire, donc clairement qui nécessiterait des enquêtes complémentaires pour produire vraiment des résultats finaux. Il n'empêche que nous, on trouvait ça important quand même de les aborder malgré tout pour réfléchir collectivement là-dessus. Alors, tout d'abord, on s'est intéressé à la reconnaissance des violences sexistes et sexuelles. Et on a remarqué que ça a été reconnu comme un phénomène massif. Donc, à partir du début des années 70, sous l'impulsion de femmes qui se sont mobilisées pour dénoncer le caractère systémique de ces violences. Et en fait, progressivement, depuis des années 1970, on assiste à un long processus d'institutionnalisation qui va se décliner en différents mouvements. Alors, ça va être d'une part à travers la professionnalisation de l'engagement militant, et puis d'autre part à travers la reconnaissance des combats féministes par l'action publique et par la justice. Et donc, nous, quand on parle d'institutionnalisation, on désigne l'intégration de la cause des femmes ou des minorités opprimées dans les pratiques et dans les discours des institutions. Donc, ce qu'on constate concernant les VSS, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien reconnu comme un problème public par l'État. Par contre, la structuration des actions de lutte est encore en train de s'organiser, notamment du côté des associations. Et donc, c'est encore récent et le processus d'institutionnalisation, il est encore en cours, en particulier dans les milieux festifs. Et donc, cette institutionnalisation en cours, elle s'observe dans la diversité des organisations, qui sont principalement des associations, qui œuvrent dans la mise en place d'actions dont les activités, la structuration et les moyens sont vraiment variables d'une association à l'autre. Et donc, en fonction de leur statut, de leur organisation, ces structures, elles investissent différemment leur rôle. On a par exemple observé qu'il y avait certaines structures qui ne sont pas spécialisées sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, mais qui vont intervenir dans ce cadre de manière ponctuelle, notamment pour combler le besoin. On a aussi d'autres structures, pour le coup, qui, elles, principalement associatives, se sont créées pour répondre aux besoins spécifiques engendrés par les milieux festifs. Et elles vont se concentrer, ces organisations, euh, principalement sur la conscientisation des organisateurs d'événements, à travers notamment des activités de formation, mais aussi sur la prise en charge du problème à travers des stands sur les lieux de fête directement. Même ces structures, notamment dans leur Ouais. fonctionnement interne, puisqu'il y en a qui vont reposer uniquement sur du bénévolat, tandis que d'autres vont, par exemple, avoir des salariés. Elles peuvent être certifiées organismes de formation, adopter des postures professionnelles qui sont empreintes de l'héritage un peu des cabinets de conseil, etc. Donc, on a vraiment un éventail très large. Euh,
Et en fait, nous, on a fait le parallèle aussi avec le mouvement de professionnalisation qu'on commence à voir sur ces milieux-là, qui a pu être observé en fait dans d'autres secteurs comme la lutte contre les violences conjugales. On a bien vu que ça s'est inscrit dans un temps long et ça s'effectue notamment voilà, avec grâce à des négociations en fait avec les pouvoirs publics qui, eux, sont pourvoyeurs de moyens matériels comme les subventions, les financements de postes, les mises à disposition de locaux, mais aussi de moyens réglementaires. Donc là, ça va être toutes les contraintes légales qui pourraient être mises en place pour faciliter le développement et la professionnalisation de ces structures qui font de la prévention des VSS. Donc la professionnalisation, elle dépend à la fois de facteurs internes, ça va être la taille de l'association, ses ressources financières et humaines, ses objectifs et ses stratégies, et puis aussi des facteurs externes qui vont comprendre justement les politiques publiques, les financements disponibles, les réseaux de soutien, les opportunités politiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate sur la prévention en milieu festif, c'est que les associations, elles travaillent en collaboration avec les pouvoirs publics et bénéficient de soutien notamment financier, mais leur activité, elle dépend encore de l'engagement volontariste de différents établissements festifs qui, notamment à l'occasion de formations de prévention des violences sexistes et sexuelles qui sont prévues par le Code du travail, vont choisir d'elles-mêmes de s'impliquer davantage dans la lutte contre les VSS côté public. On s'est également intéressé au rapport qu'il y avait, donc pas uniquement à la structuration, mais aussi entre les différents acteuristes de la prévention. Et en fait, d'après nos observations de terrain, qu'on devrait quand même pouvoir poursuivre pour être certain, c'est qu'on a une diversité des associations de prévention des VSS et que cette diversité, elle va vraiment impacter les échanges entre les acteuristes, notamment les relations avec les organisateuristes d'événements festifs et les associations de prévention n'impliquent pas les mêmes rapports de pouvoir et de prise de décision sur la mise en place de la prévention, selon qu'il s'agisse d'une association qui est complètement bénévole ou d'une association qui est prestataire et qui a des salariés. Donc ça varie énormément. Puis dans d'autres sphères, euh, les relations entre des structures instituées comme des sociétés de sécurité et les organisations d'événements festifs, elles sont bien implantées, tandis que les structures qui sont en cours d'institutionnalisation, comme les associations de prévention, ça va induire des rapports de pouvoir inégaux, en fait, et l'absence d'encadrement réglementaire favorise le développement de ces rapports de pouvoir inégaux. Nous, on l'a vu et on l'a constaté notamment dans l'accueil des associations de prévention des VSS quand elles arrivent sur place. Ça peut être aussi dans l'emplacement des stands, dans le pouvoir d'agir ou l'accès à certains espaces qui va être plus ou moins grand. Et donc, on peut supposer aussi que l'écart entre une petite association et une grosse structure qui organise un gros événement, bah, plus l'écart est grand, plus les marges de négociation peuvent être compliquées. Donc, en fait, ça s'explique aussi par ce niveau de professionnalisation dont je parlais tout à l'heure, avec la capacité à prendre des postures professionnelles qui va induire en fait une reconnaissance variable de la légitimité puis du niveau d'expertise de ces associations. Mais il n'y a pas que des enjeux de structuration. L'autre élément majeur qu'on a constaté, notamment lors des entretiens, ça vient du fait que chaque acteur et chaque actrice s'inscrivent dans des cultures professionnelles très différentes. Et donc, les organisateurs d'événements festifs et les sociétés de sécurité travaillent ensemble depuis longtemps, comme je le disais. Mais donc là, il y a un nouvel acteur qui apparaît avec les associations de prévention des VSS. Et là, on a une culture professionnelle qui est très différente. C'est notamment ce que vous voyez à l'écran. Euh, En fait, on va avoir par exemple des festivals qui regrettent que les associations ne maîtrisent pas bien leur réalité professionnelle à eux. Et on va avoir aussi des associations avec qui ça se passe pas forcément bien avec la sécurité. Et en fait, il y a des a priori et des stéréotypes des rapports sociaux qui viennent vraiment s'immiscer dans les relations, des rapports sociaux de genre, de classe, de race qui viennent bousculer aussi les rapports. Et donc, on a des différents stéréotypes qui sont véhiculés, notamment celles liées aux associations féministes et au domaine de la sécurité. Les agents de sécurité sont par exemple pensés comme des machos, parfois des fachos, tandis que les associations de prévention des VSS, elles sont pensées comme des jeunes femmes très féministes, très radicales, pour citer un enquêté, avec des cheveux roses et des piercings. Donc en fait, c'est aussi tous ces stéréotypes qui viennent faire blocage. Il y a une méfiance réciproque,
il y a aussi un manque de connaissance et de reconnaissance de l'expertise de chacun, chacune. Et tout ça, ça crée des freins importants en matière de collaboration. Et du coup, on a une coordination qui n'est pas simple, qui s'opère à travers des négociations pour réussir à se comprendre et à faire coïncider les missions de chaque personne. Et donc, ça nécessite finalement l'arrivée de ce nouvel acteur que sont les associations de prévention, nécessite en partie une refonte du système qui est déjà instauré pour y intégrer cette nouvelle actrice, en fait. C'est de se dire, OK, comment on repense la manière de travailler ensemble pour s'adapter à ce besoin qui est remonté du terrain. Donc aujourd'hui, cette implication, elle se passe vraiment de la relation interpersonnelle. Et donc on voit bien que c'est vraiment l'implication individuelle de certaines personnes qui va permettre que la coordination entre les différents acteurs se passe bien finalement. Donc, c'est un élément qui paraît compliqué puisque ça nécessite l'engagement d'une personne qui prend en plus sur ses missions. Et quand on a un turnover, tout est déséquilibré, quoi. Donc, nous aussi, on tenait à dire que les personnes qu'on a rencontrées ont toutes été déjà sensibilisées au VSS, travaillé ensemble déjà. Donc nous, on a observé un peu quand ça se passe le mieux possible finalement. Donc c'est pas forcément représentatif du champ, mais on a déjà pu voir certains freins quand ça se passe bien. Ce serait intéressant d'aller voir quand c'est plus compliqué, que les personnes sont moins sensibilisées aussi. Euh, pour terminer, on voulait aussi parler d'un autre frein qui était quand même assez important sur le terrain au niveau de la prévention, c'est la place des bénévoles dans la prévention des VSS, puisque les bénévoles qui font de la prévention des VSS ont un rôle particulier par rapport à d'autres bénévoles, parce que ils et elles vont être exposés à la violence à plusieurs niveaux. Et donc, ça demande une implication particulièrement importante de la part des personnes. Et donc, ces bénévoles, elles sont amenées, ou ils sont amenés à recevoir des discours d'agresseurs qui peuvent, par exemple, être en train de prendre conscience de leurs actes, ou au contraire, qui les décrivent avec une banalité qui peut être très violente pour la personne qui la reçoit. Et donc, les bénévoles qui font de la prévention des VSS, c'est en plus des personnes qui sont généralement concernées à titre personnel par ces violences. Et donc, ça peut les rendre aussi particulièrement vulnérables à certains discours, provoquer de la colère, du mal-être, de manière plus ou moins consciente et plus ou moins forte. Donc nous, on a rencontré des bénévoles et beaucoup racontent, on l'a aussi observé sur le terrain, avoir été exposés à des remarques directement sexistes et ou homophobes directement à leur rencontre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour s'en protéger, et aussi parce que leur mission leur tient vraiment à cœur, les bénévoles vont avoir tendance à minimiser ce qui s'est passé et à laisser passer des agressions dont ils et elles sont directement victimes dans le cadre de leur mission, comme si la mission était plus importante que leur propre intégrité et que leur statut, au moment donné, rendrait moins grave ou moins impactante les violences subies. Donc les bénévoles sont aussi, en parallèle de ça, particulièrement exposés aux émotions des victimes et peuvent faire face à des situations qui sont particulièrement violentes et qui n'ont pas, sont pas sans impact, qui peuvent laisser des traumatismes. Et puis, le recueil de la parole, c'est aussi une compétence à part entière. Donc, ça peut mettre en difficulté les bénévoles parce que c'est généralement le travail de professionnels comme des psychologues ou des travailleuses sociales. Et donc, leur présence assez professionnelle sur les stands, ça représente un coût, n'est pas toujours possible pour les associations. Et du coup, ce sont les bénévoles qui s'en chargent. Et pourtant, un manque de formation sur des sujets aussi sensibles, ça peut aussi avoir des conséquences à la fois pour les bénévoles, mais aussi pour les victimes qui ne sont pas forcément bien prises en charge. Donc, ça fait partie aussi des freins que nous, on a identifiés. Donc, finalement, en termes de prévention, voilà, nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'on est sur un champ nouveau, avec des actrices et des acteurs nouveaux, qui sont souvent eux-mêmes directement concernés par la question et qui doivent du coup trouver une place euh, dans le champ qui est encore très récent et est encore au début de la prise de conscience de l'importance
des VSS, le tout avec peu de moyens et sans reproduire des violences en direction de leurs bénévoles. Donc c'est un peu toute la gymnastique au niveau de la prévention actuellement. Peut-être passer aussi aux suggestions. Oui, alors justement, pour pouvoir un peu finir cette présentation, on souhaitait vous faire un rapide retour des suggestions qu'on a reçues des victimes autour de la prévention, de la prise en charge des victimes, mais aussi des agressions, et aussi autour de l'organisation des festivals. En fait, pendant tous les entretiens, toutes les personnes qui ont participé ont été interrogées pour proposer des pistes d'action, pour demander s'ils voyaient des améliorations et qu'est-ce que, de leur point de vue, il pourrait être changé. Donc, on a choisi de vous en montrer, de vous montrer trois grandes pistes. Donc, la première qui serait sur le développement de la communication autour des violences sexistes et sexuelles pour améliorer la sensibilisation. En fait, c'est ressorti que ce soit dans des entretiens avec des publics, mais aussi avec des professionnels, où on a observé des manques de communication, notamment lors, nous aussi, de notre ethnographie en ligne et pendant les observations de terrain. Donc, ça serait une communication en amont du festival, donc en présentant mieux les associations de prévention présentes sur place, le fonctionnement du stand, des safe zones, mais aussi les canaux de diffusion, tout ça à travers des canaux de diffusion des festivals, donc les réseaux sociaux, les sites, les applications, les affiches. Faire davantage aussi de sensibilisation autour des missions de la RDR, donc la réduction des risques et la prévention des VSS, car il y a eu énormément de confusion, notamment pour les enquêtés qui venaient du public, qui ne permet pas une utilisation efficace des stands et des associations. Il y a eu aussi de ajouter la prévention sur toutes les formes de violence et de discrimination, donc les discriminations LGBTQIA+, le racisme, le validisme, afin de prendre en compte toutes les personnes minorisées, et notamment faire de la sensibilisation dans les équipes en interne, que ce soit les organisatoristes, la sécurité, les secours, les équipes techniques, les équipes départ, les bénévoles. C'est aussi une communication pendant les festivals où il faudrait visibiliser les messages de prévention et de sensibilisation sur les écrans avant les concerts. C'est toutes ces suggestions, je voudrais faire un petit point là-dessus, c'est toutes ces suggestions-là, certaines sont déjà mises en place dans certains festivals, mais comme elles viennent de certaines victimes, elles viennent de leurs expériences de certains festivals, et de certains milieux festifs, où certains n'ont pas été mis en place. Il y a aussi rendre accessible le protocole de prise en charge des victimes, mais aussi des agresseurs, afin de connaître les recours pour les victimes, mais aussi les conséquences pour les agresseurs. Et rendre plus visibles les personnes ressources qui circulent dans les festivals, que ce soit les bénévoles des associations de prévention, mais aussi les membres des organisations de festivals. Parce qu'il y a plusieurs enquêtés qui n'ont jamais vu les maraudes, par exemple. Le point noir à éviter avec la communication, c'est faire attention à l'aspect marketing qui ne doit pas prendre le dessus sur le fond et éviter l'effet de mode. Parce que bien que les visibilisations des violences peuvent paraître à la mode, elles sont bien présentes depuis des années et c'est la libération de la parole sur le sujet qui permet désormais de mettre le projecteur sur la prévention. La deuxième piste qu'on mettait en avant, c'est de responsabiliser tous les acteurs et les actrices des milieux festifs afin de stopper de la banalisation des violences et des discriminations. Donc ça va passer par le fait de ne pas et de ne plus dissimuler les cas de VSS qui ont lieu sur les festivals, de peur qu'une mauvaise presse ou qu'il y ait une mauvaise presse ou d'ainsi dépasser le tabou autour des violences. Ça peut être perçu comme contre-productif de souhaiter participer à la libération de la parole. Enfin, non, pardon. Ça peut être perçu comme productif, mais en fait, c'est important de participer à cette libération de la parole autour des violences, tout en choisissant d'en parler publiquement. Demander aussi beaucoup aux organisatoristes d'événements d'affiner leur positionnement sur la prise en charge et les conséquences envers les agresseurs, qui serait bénéfique justement pour eux. Notamment, nos enquêtés confirment qu'ils se sentiraient plus en sécurité et à même d'être écoutés en cas de violence. Et enfin, la troisième piste, ce serait de créer de nouveaux espaces ressources et inclusifs, que ce soit au sein du festival, notamment en concevant des espaces de repos au sein du festival pour s'asseoir au calme, sans avoir à quitter le festival ou à devoir le traverser pour pouvoir se rendre au camping. Mais aussi à agencer des espaces pour que les minorités puissent se retrouver ensemble et échanger si besoin.
Aussi créer des espaces dans les campings, pouvoir organiser les campings pour agrandir les espaces de chacun, chacune et que les tentes ne se retrouvent pas les unes sur les autres. Mais aussi augmenter le nombre de personnes ressources, d'agents de sécurité disponibles sur le camping, ainsi que les maraudes, et créer des espaces dédiés aux personnes LGBTQIA+, afin de rendre les campings plus sécurisants et inclusifs. Donc, ce sont des suggestions que nous avons reformulées et compilées à travers tous les entretiens. Évidemment, il y en a d'autres qui sont ressortis, mais c'était important pour nous de vous montrer les plus importantes et celles qui semblaient les plus prenantes dans le discours de nos victimes. Merci beaucoup. Alors, Vous avez terminé, Louise? oui, justement, là j'allais dire Super. que du coup on pouvait faire des échanges, quelques échanges sur la présentation s'il y a des questions. Voilà. Ouais, complètement. On vous enverra le support aussi, et puis comme je le disais, il va y avoir enfin, des éléments de l'enquête qui vont être de toute façon communiqués. Mais du coup, si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas comprises, c'est le moment, n'hésitez pas euh, à nous les communiquer, soit du coup en prenant la parole, si vous pouviez peut-être lever la main sur Zoom, là c'est plus pratique pour nous pour voir qui veut parler. Et puis sinon, vous pouvez les envoyer dans le chat et moi je pourrais partager ce qui est écrit. Oui, Aline? Bonjour et merci beaucoup. C'était hyper intéressant. J'ai compris quoi, moi j'ai plusieurs questions que je me suis notées si c'est OK pour tout le monde. Je me demandais, on va recevoir le PowerPoint. Est-ce qu'on peut recevoir aussi ce qui était lu? Parce que j'ai l'impression que c'était très détaillé et hyper intéressant et j'ai essayé de prendre quand même des notes parce qu'il y avait beaucoup de matière, mais je voulais savoir si ce qui était lu sera aussi communiqué. Je peux peut-être enchaîner sur mes questions. Je voulais dire merci beaucoup pour les triggers qui ont été faits, quoi, pour les petits moments où on disait attention, ça va être violent. J'ai trouvé ça très bienveillant et je vous remercie pour ça. Je me demandais, est-ce qu'il y avait une différence, parce qu'on ne sait pas trop où avaient lieu les festivals, je me demandais s'il y avait une différence notable entre les festivals qui ont lieu en milieu urbain et, et les autres qui sont plus en campagne. Est-ce qu'on voit une différence? Et je me demandais aussi si, parce qu'on a vu que dans les enquêtés, il y avait une moyenne d'âge de 26 ans. Moi, je vois que plus je grandis et moins je me fais emmerder. Et donc, du coup, je me demandais si là, j'avais une influence ou si on avait une idée sur ça et si ce serait euh, peut-être intéressant de pouvoir reprendre des échantillons de personnes plus âgées et de voir en fait, parce qu'en fait, j'ai plein de copines qui me le disent que depuis qu'elles sont ménopausées, elles sont plus du tout embêtées et ça arrive à un certain âge. Et donc, je me demandais si là, je pouvais avoir une influence. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être je peux répondre juste rapidement sur la question de la transmission du contenu. Enfin, ce qui a été lu, là, sera pas envoyé. Parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de documents qui vont être envoyés, notamment le rapport d'enquête qui reprend un peu enfin, tous ces éléments-là, et puis la version synthétique enfin, qui correspondra à peu près aux éléments qu'on a amenés ici, donc on va pas multiplier les supports. Après, s'il y a des questions spécifiques ou des points que tu as notés sur lesquels tu voudrais des compléments, tu peux aussi nous envoyer un mail et on pourra répondre aux questions. Merci Alif. Oui, alors pour répondre aux questions un peu plus sur le fond de l'enquête, sur la différence urbain et rural, c'est très intéressant. Merci d'avoir posé cette question parce que nous, c'était une des questions qu'on avait au départ. Et en fait, on n'a pas remarqué de différence en réalité. Euh, Il n'y a pas. Il y a des différences, c'est sûr, dans la structure, hein, mais d'un point de vue du genre, ça ne change rien de ce qu'on a constaté. Après, visiblement, d'après le discours des enquêtés, c'est plus le type de milieu festif qui va jouer. C'est-à-dire que les boîtes de nuit, Julie l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, par exemple, l'espace qui cristallise le plus de craintes et où on a l'impression qu'on a des dynamiques, pour le coup, qui peuvent être un peu différentes. Mais sur un festival de musique live comme ça, que ce soit urbain ou rural, il n'y a pas tant de différences constatées ou décrites par les enquêtés. Et puis pour la question de l'âge, ça aussi, ça nous avait interpellés.
Donc, on a un échantillonnage de personnes plutôt jeunes. Donc, en effet, il faudrait aller creuser. Mais ce qu'on a constaté, c'est que déjà, on avait une différence entre les enquêtés qui étaient dans le début de la vingtaine et ceux qui étaient plutôt sur la fin de la vingtaine, en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une grosse modification des lieux de sortie avec l'âge. Et donc, progressivement, les sorties elles vont se faire en couple, parce qu'on arrive aussi souvent sur des périodes de mise en couple. Elles vont se faire avec des modalités un petit peu différentes. Donc, ça va être des sorties plus en bar, on rentre moins tard, on rentre aussi différemment, on peut rentrer en voiture. Donc, il y a tout ça qui fait qu'il y a, en tout cas, le sentiment d'être moins exposé aux violences en vieillissant. Après, est-ce que c'est le cas peut-être dans l'espace public au niveau de l'espace intime, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on voit quand même qu'avec l'avancée en âge, nous, la chose qu'on a constatée, c'est qu'il y a quand même une exclusion progressive et via des transformations de manière de sortir en fait de ces espaces. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient prendre la parole? Mais je vois Pauline lever la main. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je fais partie d'une association de réduction des risques en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, ça fait beaucoup écho, ce qui a été dit, notamment sur la partie des associations de lutte contre les VSS, puisque c'est un champ qu'on a investi plus récemment que le reste de nos activités. Tout ça pour en venir à, je sais pas si c'est tant une question qu'une remarque, mais sur la professionnalisation des assos militantes féministes, je sais qu'il y a aussi pas mal d'enjeux sur, OK, la professionnalisation pour se légitimer auprès des institutions, c'est hyper important pour avoir un cadre et en fait améliorer la prise en charge des personnes sur le site. Et en même temps, est-ce que ça va pas contribuer à décrédibiliser les personnes qui subissent ces agressions elles-mêmes? C'est-à-dire que si on doit en passer par il y a des pros et du coup ma parole va être écoutée parce qu'il y a des pros pour faire passer ma parole, est-ce que finalement on crée pas ouais, je sais pas, une décrédibilisation de la personne elle-même quand elle vient témoigner, quoi? C'est un peu ma question avec tout ce qui est, enfin voilà, la professionnalisation. On sait aussi que sur les témoignages, par exemple, avant d'aller porter plainte, tu as intérêt à être accompagné parce que si tu mets pas les mots qu'on triple et que t'as pas présenté les choses de la bonne manière, bah, tu vas te coltiner 3 ans où tu vas devoir témoigner 20 fois pour rien, quoi. Donc voilà, donc c'est moins une question qu'une interrogation, je pense, qui fait appel à ma pratique. Et on avait une deuxième. Oui, c'était sur le cahier des charges. J'imagine qu'il est public et ça m'intéresserait de l'avoir pour essayer, autant que faire se peut, d'avoir un peu le même protocole dans plusieurs espaces ou dans plusieurs régions, histoire qu'un jour, peut-être, on a un observatoire un peu coordonné au niveau national, si c'est possible, pour avoir plus de force de frappe là-dessus, sur cette question d'institutionnalisation notamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être que je vais laisser Alix répondre sur le cahier des charges, mais rapidement, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la professionnalisation. Nous, en tout cas, dans l'enquête, on n'a pas cherché à forcément savoir si la professionnalisation était la bonne voie, si j'ose dire, mais plutôt à remarquer que globalement, il y a cette tendance-là, il y a cette tentative, une dynamique qui va vers, on essaye de se professionnaliser, parce que derrière, il y a aussi toute la question du travail gratuit réalisé par des personnes concernées, etc. Euh, mais c'est pas forcément une fin en soi. Est-ce que pour les victimes, c'est mieux? Ça, la question en effet reste ouverte. Mm. Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus aussi, sur la professionnalisation, c'est aussi un choix de certaines associations. Et il y a d'autres associations qui décident de justement ne pas aller dans cette voie-là, qui veulent pas salarier, qui veulent rester bénévoles, qui sélectionnent aussi le type de structure dans laquelle elles interviennent, plutôt des petits festivals qui vont pas aller sur des plus gros festivals où ça demande plus de moyens et où c'est des choix à la fois, je pense, matériels, enfin de ce qu'elles peuvent faire, et puis aussi des choix politiques de rester un peu dans cette dimension-là, parce que c'est clair que la professionnalisation, ça amène aussi plein de questionnements sur
sur une certaine forme de liberté, sur aussi des logiques économiques qui du coup vont intervenir dans une pratique qui a été à la base pensée de manière plutôt militante et qui du coup peut aussi poser des questions. Enfin, voilà, c'est sur beaucoup d'assauts. Enfin, on a eu notamment sur l'événement de restitution de l'enquête, il y avait une table ronde avec des associations qui étaient présentes, dont une qui était une association, les Catherinettes, qui a des salariés. Et puis, il y avait le collectif Nous Toutes Brest qu'on avait souhaité faire intervenir aussi parce qu'elles sont militantes, il y a que des bénévoles. Et en fait, on voit que c'est des réalités différentes aussi et des choix différents, mais que ça pose aussi des difficultés. Enfin, en tout cas, la question du salariat dans l'associatif et notamment dans l'associatif militant, c'est aussi un sujet à part entière, quoi. Donc, c'est clair que c'est pas, en tout cas, le but, c'est pas de le présenter comme une solution miracle parce que ça ne l'est pas malheureusement. Et sur la question du cahier des charges, oui, alors on l'avait publié, du coup je sais pas s'il est encore en ligne étant donné qu'il avait été, enfin que le projet a été pourvu, mais je pourrais vous l'envoyer. Après, est-ce que c'est le cahier des charges dans le sens la demande que nous on avait initialement au niveau de Storm, ou est-ce que c'est plutôt sur les choix méthodologiques qui ont été faits que vous auriez besoin d'informations? Enfin, en tout cas, on pourra en reparler et peut-être échanger par mail directement là-dessus, soit toutes les deux, ou si d'autres personnes aussi veulent avoir ces infos-là. Mais en tout cas, effectivement, nous, au début, quand on avait pensé l'enquête, on voulait effectivement avoir des éléments méthodologiques, des éléments d'analyse qu'on puisse réutiliser dans le temps. On va pas refaire des enquêtes qualitatives avec des entretiens et des observations tous les ans, mais en tout cas, c'était évident pour nous que l'idée, c'était que là, cette enquête, elle reste exploratoire, qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont été traitées, avec parfois des matériaux qui sont pas suffisants parce qu'en fait, ça a demandé vraiment beaucoup de moyens qu'on n'avait pas. Et du coup, effectivement, si on peut trouver un moyen de collectiviser ça, de réfléchir aussi au niveau national sur comment réutiliser les méthodologies, les cadres d'analyse et partir un peu de ce qui a déjà été fait, ça serait vraiment bienvenu. Ouais. Oui, Cécile. Bonjour, merci beaucoup pour c'était passionnant. Je rebondis aussi parce que j'avais cette question sur dans vos recherches sur l'état de l'art entre guillemets. Est-ce que à votre connaissance il y a des projets en cours d'études d'études plus macro ou d'études quantitatives moi j'interviens comme formatrice et en accompagnement aussi des structures sur cette question de la prévention des VSS plutôt auprès de salles de concert ou de lieux de spectacle vivant que de festivals. Et, euh, et voilà, il y a une véritable carence en termes de chiffres ou de notre capacité aussi à objectiver la réalité de ces violences dans la filière culturelle et dans le spectacle vivant. Je me demandais s'il y avait des projets de faire parce que je vois que l'observation, elle repose beaucoup, comme c'est le cas là avec Storm, sur les initiatives qui sont assez, comment dire, qui sont locales, quoi. Mais avec aussi des structures dont c'est pas l'observation n'est pas nécessairement le métier ou voilà ou la responsabilité, on va dire, publique. Il y a un certain nombre d'institutions qui sont censées avoir des moyens pour ça et des compétences et bon, ça, c'est plus une opinion, mais personnellement, j'attends qu'ils se mobilisent aussi sur le sujet. Ça nous aiderait. Et puis, j'ai une deuxième remarque sur ce que vous disiez à propos de la fragilité des bénévoles. Et, et c'est ce que j'observe aussi, mais ça tient au fait que pour les structures, le chantier est nouveau. Il y a quand même cette illusion qu'on pourrait accueillir des récits de violence et être en charge de ça euh, sans formation. Il y a quand même un problème de prise de conscience de ce que suppose en termes de formation, mais aussi peut-être d'accompagnement, de supervision psychologique, le fait d'être à cette place-là. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est quand même préoccupant et qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire pour que les structures du secteur soient conscients que en fait c'est pas aussi simple que que ça en a l'air. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à vous pour votre question.
Pour les projets en cours sur les études quantitatives, il y a pas mal d'études qui ont été publiées par le GECE, qui s'est pas mal spécialisé sur les types de publics. Et pour avoir un peu discuté avec eux pendant l'enquête, je crois qu'il y a une enquête qui est prévue un peu plus au niveau national, avec différents types de festivals et de concerts. Alors par contre, je sais pas du tout comment ça va, quand ça va sortir et quand ça va se faire, mais en tout cas, le GECE fait pas mal de données quantitatives sur ces sujets-là. Et, D'accord. comment et au niveau de la fragilité des bénévoles, je pense que Louise pourra compléter, mais en fait, c'est un sujet qu'on a un petit peu plus développé dans le rapport parce qu'il y a vraiment une question aussi de rapport au CARE et de personnes concernées qui s'occupent de gérer les violences et de recevoir ces violences. Et en fait, il y en a beaucoup de bénévoles qui nous ont témoigné que c'était aussi très difficile et qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Et qu'en fait, ça cause aussi derrière pour les associations du mal à recruter des bénévoles parce que c'est un engagement qui est très différent que quelqu'un qui va juste servir des bières en bar et que tout le monde ne peut pas en fait recevoir ces récits de violence, surtout que la plupart des personnes qui se proposent pour être bénévoles pour des associations de prévention des VSS, c'est des personnes qui ont subi aussi des violences. Ça peut faire remonter à la surface pas mal de traumatismes, soit qui ont été mis de côté, soit qui n'ont pas été complètement traités. Et ça, on a eu aussi le cas de bénévoles qui se sont rendus compte de violences qu'ils ont subies plus jeunes en faisant de la prévention, en étant confrontés à des discours. Et c'est vrai qu'il manque beaucoup d'un soutien psychologique. Et justement, là, ça rentre aussi dans les différents statuts des associations, où certaines associations, elles peuvent avoir un soutien psychologique présent. C'est-à-dire certains festivals qui peuvent avoir justement ce budget pour avoir un ou une psychologue présent, pour que ce soit pour les victimes, mais aussi pour accompagner les bénévoles. Mais c'est encore un sujet qui mérite d'avoir plus de visibilité. Ouais, je partage juste une info, c'est que peut-être que la cellule d'écoute du secteur culturel, en fait, s'est rendu compte qu'il y avait une demande sur justement la supervision notamment des référents, des référentes VHSS dans les structures, et que du coup, ils ont formalisé le fait qu'ils étaient ouverts à se mettre, comment dire, à accompagner les personnes référentes. Donc, disons que c'est une piste. Je partage cette info, peut-être que vous l'avez déjà. Oui, c'est la cellule audience, c'est ça? Mm. Et après, sur la question aussi enfin, les associations entre elles, elles s'organisent aussi, enfin, pour faire en tout cas de l'autosupport, et c'est ce que Pauline vient d'envoyer dans la discussion. Et je pense que la question aussi enfin, l'enjeu de la professionnalisation, enfin, tel qu'il est présenté, c'est pas juste se dire qu'on veut de l'argent pour ça, mais c'est aussi de comment est-ce qu'on structure le lien entre les associations, comment est-ce que, justement, il y a des cadres qui sont dédiés à ces échanges là-dessus, à de la supervision sur des questions aussi d'accompagnement psychologique, enfin, sur tout ce qui est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, des personnes qui accompagnent des personnes victimes, qui est quelque chose d'hyper présent. Et là-dessus, en fait, enfin, il y a aussi clairement un manque de moyens, en fait, pour avoir justement du temps de travail qui puisse être dédié à ça. Enfin, en fait, il y a vraiment beaucoup d'enjeux de précarité qui interviennent là-dedans, quoi. Camille? Oui, merci. Merci pour cette présentation. C'était vraiment très complet. Je voulais également intervenir sur cette question-là, mais c'est dans un continuum avec ce que vous avez présenté à la fin euh, sur justement l'importance que vous avez démontré de l'action de prévention qui est vraiment prioritaire parce que évidemment l'objectif c'est d'éviter aux victimes de vivre ces expériences traumatisantes et on sait également le continuum qu'il existe dans les violences et donc voilà, la première dès qu'on on peut l'éviter aux plus jeunes et aux moins jeunes, mais c'est vrai que voilà, on sait que ça s'inscrit dans une suite. Et c'est vrai que la professionnalisation, c'est aussi la maîtrise du recueil de la parole, vous l'avez dit, mais ça montre aussi un engagement de la part des structures et là-dessus aussi un suivi et une visibilisation qui est différente, notamment pour faire suite à ce que vous avez dit dans votre deuxième point de proposition, le fait de faire remonter des chiffres
je voulais vous partager également les expériences qui sont faites dans les écoles sur les violences au sein de l'institution scolaire et donc avec la même problématique est-ce qu'on fait remonter les signalements au niveau central et ce qui avait été répondu du côté du ministère, c'est qu'évidemment les directeurs d'établissement avaient tendance à vouloir traiter en interne cette question-là, alors qu'en fait, ça permettait au ministère aussi de prendre en charge la question, de l'identifier, de la massifier, enfin voilà, de se rendre compte aussi de l'investissement que ça pouvait demander et de permettre de mettre à disposition justement des spécialistes selon ce qui était remonté. Donc, je ne peux qu'encourager cette proposition qui a été faite et il y a quelque chose de très intéressant et qui pour moi reste une question, c'est comment on évite de compter sur les victimes pour refaire tout le travail de signalement déjà, enfin voilà, vous l'avez très bien exprimé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais pour moi c'est une vraie question et c'est là aussi où la professionnalisation me paraît intéressante. Peut-être en termes de questions, je ne sais pas quel est le lien qui est fait du coup avec le ministère de la Culture ou les observatoires. Enfin, je pense à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, mais peut-être que je ne pense pas à tout. Donc voilà, quelles sont les suites aussi pour cette étude et cette démarche surtout. Merci beaucoup. Je pense que Alix va pouvoir répondre sur la suite, les suites un peu qu'on va pouvoir donner suite à l'enquête. Pour ce qui est de faire remonter, on a un peu eu la même question avec les organisateuristes d'événements festifs, où il y a cette crainte aussi de signaler et ont tendance à en fait individualiser les problèmes plutôt qu'à le voir de manière globale. Donc ça, c'est sûr que c'est un frein. Il y a aussi la sensibilisation justement des personnes qui organisent des événements. C'est aussi en les sensibilisant qu'on pourra cultiver la remontée de certains faits et avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur le terrain, quoi. Donc ça, c'est sûr. Euh, et puis d'autre part, sur le fait de ne pas reposer à nouveau la question de la prévention comme étant la responsabilité des victimes, il y a en effet un gros travail à faire. Nous, les acteurs et actrices qu'on a rencontrés, prennent ce temps-là en plus entre eux et d'eux-mêmes pour essayer de penser différemment. Mais il y a cette idée, oui, qu'il faudrait complètement sortir de ce qui est fait d'habitude et des paradigmes habituels pour pouvoir penser des possibilités de signalement qui ne viennent pas repénaliser les victimes. Donc ça demande un gros travail de réflexion et de recherche. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que sur la question aussi de la prévention, enfin, par exemple, il n'y a aucune non plus étude, enfin, en tout cas à ma connaissance, ou assez peu, qui permettent de dire bah, qu'est-ce qui fonctionne en matière de prévention primaire de violence en milieu festif, par exemple. On n'en est pas non plus à ce point-là où on peut se dire, bah, voilà, tel dispositif pourrait fonctionner pour, si on parle vraiment de la prévention et du coup d'empêcher que les violences arrivent. Donc en fait, le champ, il est vraiment ouvert sur toutes les thématiques, que ce soit l'étude de ce qui se fait maintenant et d'essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne, et puis ensuite de voir de comment est-ce qu'on va vers des solutions aussi. Et du coup, sur la question des suites, rapidement, bah, en fait, là, nous, on est encore justement dans la phase un peu de lecture du rapport, d'analyse. On va avoir des temps de discussion avec les sociologues pour essayer de voir justement enfin, qu'est-ce qu'on en tire. Et donc, en fait, c'est à partir de là qu'on pourra vraiment plutôt partir sur les suites. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été dessiné en amont de l'enquête, en fait, sur ce qui allait être organisé après. Si ce n'est ce qu'on a déjà dit, que on avait conscience, enfin, dès le début, que l'enquête, elle était exploratoire et que l'idée, c'est aussi de pouvoir, en fait, justement, faire ressortir des points qui, après, mériteraient d'être creusés. Mais en tout cas, je rejoins aussi ce que disait Cécile sur le besoin de chiffres qui soient au niveau national. Après, le parti pris aussi qu'on a eu en ayant un cahier des charges qui demandait une enquête qualitative, c'était de se dire que en fait, les violences sexuelles, comme elles sont systémiques, en fait, les chiffres, est-ce que si c'est 60% ou 50% ou 70% de personnes, enfin de femmes qui sont victimes de violences en milieu festif, est-ce que ça fera une différence en fait sur les actions qu'on doit mettre en place? Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a voulu partir sur du qualitatif pour essayer de mieux caractériser ces violences et d'utiliser ça pour sensibiliser.
Même si effectivement après les chiffres ils ont toute une autre utilité autour de la mesure d'une évolution, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, au niveau enfin, global, sur tous les types de violences sexuelles, en matière de chiffres, on est quand même assez pauvre. Enfin, il y a assez peu d'enquêtes qui sont réalisées finalement là-dessus. Et ça, c'est clair que ça mériterait d'être amélioré. Salomé? Oui, bonjour Alix, enfin bonjour tout le monde. Merci du coup pour les résultats de cette étude. Alors, c'est vrai que moi, sur la question de la professionnalisation, je sais que effectivement, être en posture de recevoir les témoignages, ça peut être, enfin, par exemple, quand on est dans une association qui est un peu dédiée à ça, ça peut arriver de façon un peu frontale, par exemple, et au-delà de voilà, la professionnalisation ou pas, même les bénévoles doivent, à mon sens, vraiment être formés parce que ben voilà, si on ne se protège pas, on ne peut pas protéger les autres. C'est un petit peu comme en avion, mettez votre masque à oxygène avant de mettre celui des autres. Euh, et donc, je pense que c'est important de garder ça en tête. Et bah, du coup, la professionnalisation emmène aussi un peu ces enjeux-là de pouvoir être formé, d'avoir les fonds, etc., par les OPCO, par exemple. Et pour ce qui est de ma question, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée quand vous présentiez les personnes mobilisées, c'est-à-dire que vous avez mis en avant, par exemple, le fait d'appartenir ou pas à un groupe LGBTQ+, et aussi le fait d'être racisé ou non. Et j'ai pas vu de mention, par contre, de la question de l'intersectionnalité entre sexisme et handicap. Donc, bon, je sais bien que voilà, enfin, la représentativité, c'est compliqué, c'est pas du tout une critique qu'il y ait, bon, je suppose, pas de personnes handicapées, du coup, vu que ça n'a pas été mentionné. Mais voilà, je voulais savoir si c'est quelque chose qui avait quand même été un petit peu pris en compte ou pas, parce que c'est vrai que la situation de handicap, ça rend beaucoup plus vulnérable à des situations de violence sexiste et sexuelle. Bah oui, justement, c'était aussi un des manques de notre enquête. Quand on a fait les appels à témoignages, on a essayé de taper large pour justement avoir un peu des personnes aussi handicapées et finalement, on n'a pas réussi à en avoir. Donc en fait, pour pouvoir un petit peu quand même travailler sur cette thématique, on s'est plutôt basé sur nos observations de terrain quand nous, on s'est rendu en festival où on a bien observé si les terrains étaient praticables, comment étaient pris en charge les personnes qui avaient besoin, comment étaient les placements pour les personnes handicapées. Donc, on s'est plutôt basé sur ça. Après, pendant nos entretiens, c'est pas ressorti, sauf s'il y avait des handicaps invisibles dont on n'a pas eu connaissance. Mais oui, c'est un des manques aussi de cette enquête, mais là, ça a permis d'ouvrir sur plein de sujets différents qui, je pense, après, comme les questions du racisme, en fait, pourront être développées dans des enquêtes dédiées qui, je pense, ce serait vraiment intéressant de baser toute une enquête sur ces thématiques-là qui sont d'autant plus intéressantes et importantes dans des milieux qui se veulent accessibles à tous et à toutes. Ok, merci beaucoup. Peut-être qu'on a le temps de prendre une dernière question avant de conclure, si quelqu'un veut apporter des éléments ou poser une question rapidement. Mais juste par curiosité, il y a combien de mecs qui suivent ce webinaire? Je... je ne sais pas, je ne sais pas. Ils ont besoin d'une feuille de route, il paraît. Bon, ben, on va conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour vos remarques et votre participation. Ça nous a permis aussi de creuser certains aspects, donc c'est toujours intéressant. On reste disponible, enfin, en tout cas, si vous avez besoin, enfin, si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses qui vous viennent en suivant, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Donc, vous avez reçu un mail de ma part normalement, et puis moi, je pourrais transmettre aussi à Louise ou Julie si besoin. Et puis aussi, je crois qu'au moment de vous inscrire, vous avez coché une case pour recevoir le rapport. Donc, quand il sera publié, on l'enverra aux personnes
qui avaient notifié leur intérêt. Donc voilà. Et je vais vous souhaiter bon appétit et à bientôt peut-être. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Merci à tous et à Merci toutes. beaucoup. Merci. Au revoir.